Euh, bonjour à tous et à toutes. Merci d'être venus aujourd'hui à cette table ronde organisée dans le cadre de l'expo Dumas parlait du Mariole. Donc on est évidemment très content d'être là. Merci au Château de Monte Cristo de nous avoir invités. On a voulu faire cette conférence pour remettre un peu au centre non pas juste les œuvres, mais du coup tout le contexte qui sont les du Mariole et surtout en fait pour étendre un petit peu du coup ces thématiques à notre Discord parce qu'on a aussi donc une communauté de 300 membres qu'on a mis un peu à l'honneur au sein de l'expo. Pauline, à qui je vais laisser la parole, je suis navrée, j'ai pris Non, immédiatement le lead. C'est ton moment, prends-le. Pauline Croquet qui travaille au Monde en tant que journaliste culturelle, qui va donc modérer cette conf et on a axé ça notamment autour du fait de relire Dumas, relire entre parenthèses parce que on demande surtout à ce qu'on lise Dumas parce qu'on se rend compte quand même que il y a beaucoup de gens qui connaissent de façon un peu symbiotique, mais qui ne se sont jamais confrontés au texte. Et c'est vraiment, en vrai, le but premier des Dumariol, c'est vraiment qu'on se confronte au texte. Très rapidement, juste avant de passer la parole à Pauline, à la fin de la conférence, j'ai des catalogues que j'ai amenés pour vendre. Ils sont à 15 €. Et si, voilà, j'accepte la carte et les espèces. À toi, Pauline. Voilà, comment rebondir après cette opération mercantile. Donc oui, juste pour terminer, donc je travaille au Monde comme journaliste culture. J'écris notamment sur le manga et pendant longtemps j'écris sur les communautés en ligne. Ce qui m'a amené ici en fait, puisqu'en 2023 j'ai écrit un article sur les Dumariol. Je m'étais intéressée un peu à cet effet salon littéraire 2.0 et comment en fait la littérature classique ou que certains est prise en main et aussi travaillée, aussi passionne énormément de gens en ligne. Et donc c'est ce qui m'a amené à rencontrer tout ce beau monde et à rester dans ce serveur Discord parce qu'une fois qu'on y est, on s'y sent bien. Voilà, donc je suis honorée de pouvoir faire cette conférence, de la modérer et je vous remercie de votre confiance. Donc du coup, je vais présenter les intervenants. Donc Lati, bonjour. Tu es nouvelliste, tu as une formation en études de lettres et tu es auteur d'un mémoire sur le renouvellement du genre par l'humour, ce qui t'a amené notamment à t'intéresser à Dumas. Pas du tout. Si je peux un petit peu entre guillemets m'étaler. Dumas, comme en fait l'a dit Maëva, c'est dans l'imaginaire collectif français en fait. Les Trois Mousquetaires et surtout le Comte de Monte Cristo, c'est des œuvres qu'on connaît comme ça de façon un peu flottante. On sait à peu près ce qui se passe, on connaît les personnages, mais en même temps on sait pas trop de quoi ça parle de façon très précise. Et j'ai découvert les Dumariol par le biais de leur première exposition au studio Bloet, c'est ça, dans le 14e et 13e, pardon. Parce que justement ça proposait une relecture un peu moderne, parce que j'avais en tête Dumas égale auteur romantique égale auteur potentiellement intéressant mais sans doute avec un style très barbare et ou très barbant. Mais je vais voir ce qu'en pense Internet. L'exposition est très chouette, très sympathique, et en fait, en la parcourant, je me rends compte que je connais rien de ce qui est cité. On parle de 20 ans après, je me dis, mais qu'est-ce que c'est 20 ans après? Il y avait une suite aux Trois Mousquetaires, qu'est-ce qui s'est passé? J'en savais rien. Le Vicomte de Bragelonne, je savais que ça existait, je savais pas que c'était le 3e tome des Mousquetaires. En fait, je me rends compte que je ne sais rien. Donc, je continue un petit peu à parcourir tout ça. Je me mets à écouter les Trois Mousquetaires en audiobook, et je me dis, mais c'est bien en fait, c'est vraiment bien. Genre le type écrit vraiment bien, c'est très dynamique, on est lancé dedans très vite, on comprend le caractère des personnages très vite. Et je me dis, mais en fait, j'ai en tête quelques adaptations des Mousquetaires et je me dis, mais alors soit les gens qui adaptent n'ont pas lu, soit ils ont lu mais ils n'ont pas forcément tout compris. Parce que je sais pas comment expliquer ça autrement que, mais c'est pas ça en fait. C'est, oui, t'as l'idée, mais t'as pas l'esprit. Du coup, je me suis là replongée un petit peu dans tout ce qui était et les textes et les adaptations, et je me suis incorporée au fur et à mesure à la communauté des Dumariol. D'accord, merci. Et du coup, donc Loxa, toi aussi tu as fait des études de lettres, donc et tu t'es aussi intéressée au théâtre musical et non officiel du XVIIIe siècle. Ça a l'air assez pointu, assez. Tous les sujets de thèse sont pointus. On Ouais. veut toujours une thèse sur un truc que personne d'autre ne connaît, et on est toujours jugé par des gens qui connaissent moins bien le sujet que vous. Voilà. Et du coup, qu'est-ce qui t'a amené à découvrir Dumas et aussi à intégrer la communauté des Dumariol? Je pense que comme tout le monde ou comme beaucoup de gens, j'avais lu Les Trois Mousquetaires
étant ado. Je l'avais relu peu de temps avant l'expo en me disant tiens, je vais lire la suite aussi, à savoir 20 ans après. J'avais vu le Vicomte de Bragelonne, j'avais dit ça non. Désolé, mais 3 volumes là, ça va pas être possible. Et il y a eu l'expo que j'ai suivie, et en fait moi, j'ai jamais eu cet a priori que Dumas écrit pas bien, parce que quand on a fait des études de lettres sur le 18e, les auteurs du 19e, bon bah c'est pas pareil, mais il y a quand même une forme de continuité, donc j'avais quand même cette idée que c'était bien écrit. Mais en se confrontant effectivement au Dumariol et à la réalité du texte, on s'aperçoit enfin je me suis aperçu aussi que les adaptations, elles étaient jamais satisfaisantes, et du coup on se pose la question de pourquoi est-ce que ça n'est pas satisfaisant. Sinon, le fait d'avoir beaucoup travaillé sur le théâtre m'a amené à m'apercevoir que les dialogues étaient extrêmement bien écrits. Je pense que tout le monde sera d'accord sur ce point. Mais quand je dis extrêmement bien écrit, c'est-à-dire que je pense que à peu près personne n'écrit de meilleurs dialogues. Il y a des gens qui écrivent d'aussi bons, mais pas de meilleurs dialogues. Et pour moi, c'est important, j'aime bien lire les dialogues, en fait. Il y a qui comme dialoguiste qui tient la corde avec Dumas? Les auteurs de théâtre, éventuellement. Des gens comme, évidemment, Molière, Marivaux, Beaumarchais dans une certaine mesure, Guitry, évidemment. Des gens comme ça. Mais dans les romanciers, il y a peu de romanciers, sachant qu'évidemment, Dumas était aussi auteur de théâtre, et en fait, ça se sent, qui vraiment vont tenir comme ça le haut du pavé et réussir à faire des dialogues qui sonnent très justes, qui caractérisent bien les personnages, et oui, vraiment qui sonnent pas du tout faux. On n'a pas l'impression, comme on a pu comparer avec son collaborateur Macaire récemment, et on se dit mais personne dit ça, personne ne dit ça. Donc il y a ce sentiment-là chez Dumas, et puis se dire mais quand on lit le texte, il y a une richesse qu'on retrouve pas forcément dans les adaptations. Et puis les Dumariol m'ont aussi permis d'en fait tout simplement de m'intéresser à la personne, parce que moi qui ai fait des études de lettres à l'heure un peu où lire et écrire des monographies ça se fait plus. Moi j'ai fait ma thèse sur un seul auteur, et déjà c'était un peu oulala comment, parce qu'en plus ma thèse c'est limite sa vie, son œuvre, ce qui vraiment se fait plus du tout dans les études de lettres. Mais quand on n'a rien sur la vie des gens, il faut bien chercher. Et typiquement désolé, je vais me torpiller tout seul, mais avant de m'intéresser au Dumariol, je n'avais aucune idée que Dumas était noir. Genre, je pense que je savais même pas quelle tête il avait, mais ça c'est normal. Et par contre, j'avais entendu en tant que lycéen, oui, Dumas et son atelier de collaborateurs. Alors en fait, il avait un collaborateur avec qui il faisait romans. Donc, il y a cette idée de relire, mais aussi d'approfondir et de mieux connaître la personne qui est derrière les œuvres, ce qui, je pense, rejoignait bien le fait que j'ai connu évidemment les Dumariol par Rutil, qui est autrice. Et donc, les auteurs d'aujourd'hui, on a la possibilité de voir qui ils sont, de lire des interviews, de voir leur compte Twitter, par exemple. Voilà. Donc, du coup, tu as commencé à présenter Rutil, donc c'est parfait, c'est une excellente transition. Donc, tu es écrivaine, tu es aussi scénariste de bande dessinée, notamment autrice de Webtoon, qui est de la bande dessinée sur smartphone, dont le format nous est venu plutôt de Corée du Sud. Très populaire en ce moment. Si vous aimez la BD, je vous recommande de vous essayer à ce format si ce n'est déjà fait. Et donc, tu as écrit le webtoon Colossal, mais aussi le webtoon Vertu de Saint-Cyr, qui est un récit politique et sentimental de KPDP, on y tient, sur fond de sexisme dans l'armée française. Donc, c'est un récit contemporain de KPDP. Et l'héroïne Vertu s'appelle Vertu Dumas, donc ce qui m'a amené à digresser un petit peu. Et tu es un des membres fondateurs du collectif des Dumarioles, exposé en ce moment. Tout à fait. Est-ce que cette présentation est à peu près complète, ou tu vas ajouter quelque chose? Peut-être, qu'est-ce qui, toi, t'a donné envie de t'impliquer? Parce que tu es quelqu'un de prolixe, intéressé par plein de sujets. Qu'est-ce qui t'a donné envie de consacrer une partie de ton temps à Dumas? Vraiment, je décris le sentiment. Enfin, il y a un truc fondateur au Dumariol, à tous les Dumariol, c'est vraiment le fait de lire pour la première fois Dumas et de se dire mais je connais pas du tout ça en fait, et c'est extraordinaire. C'est les deux temps en général de ce qui nous pousse ensuite à rejoindre le Discord, à dialoguer avec nous, à essayer d'approfondir, comme disait Loxa. Donc je connaissais évidemment les Trois Mousquetaires, j'aimais dans l'idée, j'étais très fan de Cyrano de Bergerac quand j'étais petite, donc déjà le KPEP c'était en moi. Et en 2014, il y a eu la série BBC The Musketeers,
et j'ai eu vraiment cette approche du coup fandom numérique. Alors l'aspect fandom, ça va peut-être pas nécessairement parler à tout le monde, mais donc un fandom, c'est un regroupement de personnes qui sont fans autour d'un même sujet. Ça va être la définition la plus basique, on va dire. Mais pour moi, un fandom, c'est non seulement ça, le fait que des gens se réunissent autour d'un même sujet de passion, mais aussi les échanges qu'ils auront entre eux sur ce sujet, et ça va être une espèce d'exégèse, en fait, ça va être une espèce de comment dire, de matière à part. Et le plus important dans l'acception du fandom moderne pour moi, c'est les échanges avec les créateurs. Alors c'est un peu particulier parce que bon, techniquement on aura toujours eu des gens qui auraient été passionnés par une œuvre de Chaucer quand il publie dans le journal, non pas dans le journal, mais enfin quand il publie un nouveau bouquin, tout le monde va s'exciter, etc., etc. Il y a toujours eu en fait des reprises d'œuvres, des gens pour commenter dessus, etc. Mais pour moi la fondation de ce qu'on appelle un fandom aujourd'hui, donc une contraction de fan domain, ça va être Sherlock Holmes et Conan Doyle, et quand il tue Sherlock Holmes, les gens vont manifester sous ses fenêtres pour lui dire ramène Sherlock Holmes, arrête de déconner. Et il le fait. Donc ça pour moi c'est le début du fandom moderne, parce que c'est une occurrence avérée, réelle, de l'influence des fans sur le créateur et sur l'œuvre ensuite. Donc après on aura eu d'autres trucs type Buffy, type X-Files, où là Internet va rentrer dedans aussi, et le même phénomène aura lieu. C'est-à-dire que si vous connaissez un peu Buffy contre les vampires, il y a un personnage qui s'appelle Spike qui était destiné à mourir dès la saison 2, tellement populaire auprès des fans qu'il dure 7 saisons. Enfin 6 autres saisons derrière. X-Files, pareil, le terme shipping, de relationship, c'est-à-dire le fait de considérer que Mulder et Scully sont un couple, ça vient d'internet, ça vient des forums, des échanges des fans autour de X-Files. Et ça a eu une incidence sur la série, puisque Mulder et Scully ont effectivement fini en couple, ce qui n'était pas l'intention originale des créateurs. Donc, pourquoi maintenant je parle de acception moderne du fandom alors que nous avons un auteur mort sur qui on n'aura a priori aucune influence? C'est peut-être un peu plus subtil que ça, parce que quelque part on aura une influence effectivement sur lui, pas nécessairement sur son œuvre, peut-être sur la perception de son œuvre en tout cas auprès d'autres gens. Ça, ce serait génial. Ce serait vraiment cool qu'on arrive effectivement. Donc tu parles d'approfondissement, alors que ça c'est vrai. J'aimerais parler aussi limite de réhabilitation. C'est très étrange que cet auteur soit aussi connu et aussi méconnu en même temps. C'était pas le premier à dire, je savais même pas que Dumas était métis. C'est un truc qui revient très souvent, parce que on a aussi en France cette idée de dès qu'un auteur passe à l'institutionnalisation, il est fatalement blanc hétérosexuel. Enfin, il y a une espèce de canon immuable où dès qu'il accède à ça, et en plus, ça devient aussi un auteur sérieux et auquel on ne touche plus, et qui ne devient plus cette matière vivante en fait avec laquelle on aimerait bien interagir. Donc c'est vrai pour tous les auteurs. Pour moi, mon cheval de bataille, c'est Balzac aussi, qui est pas un auteur méga subtil en vrai, qui pour moi écrivait du soap opéra à son époque, qui fait des personnages comme Madame de Beauséant pour dire qu'elle a un joli derrière, qui a un personnage d'alcoolique qui s'appelle Séchard. C'est pas malin, hein, c'est pas. C'est assez direct. Mais on a cette image de Balzac comme le gars qui écrit trop et qui tire à la ligne et puis qui est saoulant, et on va pas tout lire parce que de toute façon les descriptions ça va bien 2 secondes. Et j'ai pas du tout cette approche-là non plus, même de Balzac. Donc voilà, bref, cette longue digression est pour dire que les Humarioles, c'est ce qu'on a essayé de vouloir aussi représenter dans cette expo, c'est que c'est donc à la fois ce collectif d'artistes, à la fois les gens sur Discord, mais donc vraiment un fandom moderne et numérique, où on va avoir plein d'expérimentations, plein de produits dérivés. C'est très marrant d'ailleurs, au sein du château, il y a vraiment plein d'objets en fait qui étaient vrais du temps de Dumas aussi. Et je pense que même du coup Dumas à son époque, il avait cette acception moderne de fandom, dans le sens où des gens aussi allaient interagir avec lui et peut-être influer sur son œuvre aussi, quoi. Évidemment, on peut pas le savoir, c'est pas aussi avéré que Conan Doyle, mais je pense qu'il y a eu quand même effectivement des allers-retours. Il était beaucoup trop populaire pour que ça ne se soit jamais produit. Oui. Puis en fait, effectivement, c'est un auteur disparu, mais quelque chose qui est assez frappant sur le Discord, c'est que il a l'air assez présent, assez là, c'est-à-dire vous l'appelez, on le voit, Dudu. Il y a quand même quelque chose de, voilà, on reconvoque aussi, tu parlais d'approfondissement, mais il y a aussi, on reconvoque le personnage
il fait partie intégrante des personnages dont vous parlez finalement. C'est ça qui est frappant, c'est qu'on dialogue régulièrement avec lui. Alors, on n'est pas complètement zinzin non plus. On a un petit grain, mais on va pas effectivement faire des séances de Ouija, même si c'est prévu. Il y a ce côté effectivement dialogue permanent en fait, où on va l'interroger, on va interroger ses collaborateurs. Là, du coup, on a un cycle en ce moment sur le Discord où on va lire du Maquet, et c'est une purge. Donc C'est Maquet une qui purge. est ton collaborateur, c'est ça Oui, Auguste Maquet, donc qui est le collaborateur avec lequel Dumas a écrit beaucoup des romans les plus célèbres, en particulier Les Trois Mousquetaires, 20 ans après, la trilogie des Valois également, donc La Reine Margot, etc. On en reparlera sûrement. L'écriture en collaboration, c'est un truc qui est assez mal vu en fait dans le paysage littéraire, alors que ça s'est beaucoup pratiqué même au théâtre. Mais il y a une chose aussi, donc tout ça m'a amené en particulier à acheter 3 tomes de correspondance pour voir comment il travaille avec Maquet, même si non, je vais pas dire combien ils m'ont coûté. Mais le fait est que malheureusement, et là aussi on voit qu'il y a l'aspect fandom, mais on se met à dire c'est emmerdant parce qu'il faisait des IRL, c'est-à-dire des rencontres en vrai, et il parlait en vrai au lieu de s'envoyer des lettres. Et nous, on a besoin des lettres pour savoir comment il faisait. Il lui dit viens chez moi, on va travailler ensemble. Et donc, voilà, on n'a plus de preuves. Mais sur la présence de Dumas, le fait qu'il signe ses lettres Alex, ça nous a beaucoup amusé. C'est-à-dire que d'un seul coup, c'est pas juste un nom sur une couverture. C'est vraiment une personne. Et on essaie de comprendre. On a lu lui-même a écrit des mémoires. Il raconte des anecdotes de sa vie. Il y a peut-être la moitié qui est fausse. Non, mais l'histoire des melons est extraordinaire. Il y a une bibliothèque, je sais plus où, dans le sud, qui lui dit on aimerait avoir de Cavaillon qui lui demande on aimerait avoir vos œuvres. Est-ce que vous pouvez nous les envoyer parce qu'on n'a pas les moyens d'acheter? Et Dumas dit ok, mais en échange, je veux que ce soit spécifié par arrêté municipal que j'ai une rente que vous m'envoyez sous forme de melon chaque année. En échange de l'intégrale. Voilà. Et une autre chose, oui, que j'ai oublié quand on parlait de ce qui nous a amené à Dumas, en fait, une chose qui est peu courante avec les grands auteurs romantiques, il est drôle. Oui. d'humour. Voilà, mais notamment par rapport à Hugo. Oui, alors ça c'est très personnel. Bon, on cherche encore l'humour chez Hugo en vrai, mais c'est vrai que Dumas fondamentalement, encore une fois, c'est un auteur qui est très inattendu parce que tout le monde pense le connaître, donc il a ce côté un petit peu poussiéreux des vieux auteurs. En plus, il est au Panthéon, etc. Donc on rajoute un côté très majestueux. Et quand on le lit ou quand on l'écoute, on se dit mais c'est vraiment drôle et c'est drôle de façon très subtile. Par exemple, un passage que t'aimes beaucoup au tout début quand D'Artagnan rencontre à la suite ses 3 futurs grands potes, qu'ils se retrouvent dans le dos de Porthos et que l'expression c'est qu'il grouille dans son dos. Il lui grouille dans le dos. Voilà, il y a vraiment des occurrences littéraires comme ça qui sont vraiment assez exceptionnellement drôles. Il y a le fait que Dumas lui aussi était quelqu'un de drôle, je pense, même en tant que personne, on y revient, et ça crée en fait quelque chose de très particulier quand on se confronte, que ce soit à l'œuvre ou à l'auteur. On est confronté à un espèce de double discours. D'un côté, Dumas est un auteur au Panthéon très sérieux, 18e siècle, canonisé, etc. Pardon, 19e. Je vais y arriver. J'ai pas pris mon café. Et de l'autre côté, il y a ce truc où il y a des restes oui, mais en même temps, c'était un auteur populaire. Ce qu'il fait, c'est pas si sérieux. Donc, quelle est la vérité? Il est populaire, il est pas populaire. Il est populaire, mais c'est un problème. Il est populaire, mais en même temps, c'est un auteur au Panthéon. Comment, en fait, on s'organise dans la réception de cet auteur, qui est beaucoup plus protéiforme que beaucoup d'autres auteurs de son époque, qui peuvent être assez monolithiques, qui s'est essayé à plein de styles, qui s'est essayé à plein de genres. Il n'y a pas de livre de Dumas qui se ressemble, en fait. Donc, désolée, je suis un petit peu en train de m'en mêler, mais c'est vraiment pour revenir à cette histoire de double face, en fait, où d'un côté, Dumas est adoré parce que c'est un grand auteur français, et donc si on fait des adaptations filmées, il faut que ce soit des grandes adaptations à gros budget avec de la terre partout et des acteurs dont le cachet coûte extrêmement cher. Et en face, quand il y a une adaptation plus indépendante, par exemple Toute pour une qui est sortie il y a pas longtemps, bah là tout de suite c'est des grands Dumas se retourne dans sa tombe, c'est absolument inadmissible, alors que il y a fort à parier que ce sont des gens qui ont possiblement jamais ouvert un livre de Dumas et qui en fait ont absorbé ses œuvres et les thèmes de ses œuvres à travers les adaptations et qui ne connaissent pas l'auteur.
L'auteur est très drôle, l'auteur est très grandiloquent, probablement il a la moitié des anecdotes de sa vie qui sont fausses, même Claude Chopp, dont on parle beaucoup, qui est son biographe attitré, dit dans une interview, c'est épuisant de retracer la vie de Dumas, parce que il nous raconte des choses avec énormément d'aplomb, donc on a envie de croire qu'elles sont vraies, mais on se doute qu'il est en train de complètement nous bananer. Et dans ses œuvres romanesques, c'est ça aussi. Il y a ce truc de, bon, je sais que t'es en train de faire n'importe quoi, mais tu le fais bien. Et donc, nous, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup chez lui, mais en même temps, c'est quelque chose qui fait qu'il n'est pas pris au sérieux. Voilà, c'est un peu ça, cette histoire de double discours et de double réception qui est un peu compliquée à raccorder. Mais je pense que cette double réception, elle est liée au fait qu'on concède à Dumas le statut de créateur de mythes littéraires, D'Artagnan, les 3 autres qui vont avec, le Comte de Monte-Cristo, mais pas d'auteur. C'est-à-dire qu'on va considérer que, oui, il a créé des personnages qu'on aime bien récupérer, mais quand même, on va pas lire en détail. C'est pas Flaubert quand même. C'est pas aussi sérieux que ça. Et ça, c'est à mon avis central dans la réception de Dumas. C'est-à-dire que tous les films récupèrent des archétypes, potentiellement d'ailleurs altérés, ce qui est le cas de D'Artagnan, dont on a fait une espèce de preux-chevalier, alors que, la première chose qui est frappante quand on lit vraiment les 3 mousquetaires, c'est que bon, on le voit arriver, il y a ce truc, il arrive dans la ville de Main, et il y a les 3 présents de son père, et lui dit alors il faut prendre bien soin de son vieux cheval et de son épée. Chapitre 1 et chapitre 2, il pète l'épée et il vend le cheval. Ce n'est pas un personnage. En fait, si on devait le raccrocher à un chevalier de la table ronde de ce point de vue-là, c'est pas Lancelot, c'est Perceval. Petit aparté sur D'Artagnan aussi, on a cette image de D'Artagnan qui est cette espèce de pro-chevalier, oui, aussi loin que je me souvienne, je voulais être mousquetaire, blablabla. D'Artagnan, c'est quelqu'un qui, puisque on est beaucoup à connaître l'histoire des ferrets de la reine parce qu'elle a été très, très, très adaptée, D'Artagnan, quand il va chercher les ferrets de la reine, qu'il arrive au port, qu'on veut pas le laisser passer parce que Richelieu a tout bloqué, il trouve un gars qui a une lettre spéciale pour partir en Angleterre et il va en full GTA sur lui, c'est-à-dire qu'il se jette sur lui avec son valet, qu'ils le font tomber de son cheval, qu'il récupère la lettre et qu'il va ensuite faire littéralement de l'usurpation d'identité pour après arriver en Angleterre. Et ce qu'on a dans les films avec D'Artagnan, c'est un gars très sérieux et vraiment très serviable et qui ferait tout pour défendre la veuve à l'orphelin. C'est pas vrai. Voilà. Et justement, dans les œuvres en fait qui sont exposées ici, il y a beaucoup de gens en fait quand on peut les voir pour la première fois, on se retrouve un peu surpris en disant mais c'est bizarre, c'est pas du tout ce que je pensais être de Dumas ou notamment les 3 mousquetaires, c'est pas du tout ce que j'ai pu voir ou ce que j'ai pu apercevoir dans le passé. Vous, quelle est un petit peu la licence que vous autorisez dans les Dumariol? À quel point finalement ces œuvres-là sont des extrapolations ou des représentations presque quasiment textuelles de ce qui est dit dans les romans? Comment ça fuse en fait dans le Discord? Il y a un truc sur lequel il va falloir qu'on soit très clair, c'est qu'on n'est pas des ayatollahs. On peut avoir l'air, mais des ayatollahs, des intégristes. On va pas, on va vraiment pas frapper du sceau de l'infamie des gens qui vont justement, typiquement, c'est Ouda Benyamina, je crois qu'elle s'appelle, qui a fait Toute pour une. On a beaucoup aimé. On adore La fille de D'Artagnan de Tavernier. C'est des interprétations assez libres en vrai des bouquins, mais à chaque fois on dit on aimerait que l'esprit y soit et on ne met jamais en doute que par plusieurs indices, ils se sont réellement confrontés au texte. Ils ont vraiment lu les bouquins. Moi, j'aime particulièrement La fille de D'Artagnan parce que je trouve qu'il y a des Easter eggs à la Marvel à l'intérieur où ils vont mettre des petits indices, des petits trucs. Ou si t'as lu les bouquins, t'es là genre là vous me faites plaisir. Donc voilà. Donc ils ont organisé une petite chasse aux œufs de Pâques effectivement pour les fans dans ce film, ce que j'aime beaucoup. Mais donc ouais, nos interprétations, donc il y a vraiment sur le Discord en tout cas, on essaye d'entretenir un certain esprit de yes and. Donc c'est une formule d'improvisation aux États-Unis où en fait si quelqu'un propose quelque chose, vous ne dites jamais non ou je vais faire autre chose, vous dites toujours oui et. Donc quand on propose quelque chose sur ce Discord, même si ça peut être un peu perché, on va rarement dire ah non mais pas du tout, tu flottes complètement, c'est n'importe quoi. On va au contraire essayer de chercher d'autres choses à croiser en se disant peut-être que ça, effectivement cette théorie a du sens, peut-être qu'on peut l'approfondir un petit peu, etc., etc. Donc il n'y a pas d'interprétation prohibée nécessairement dans ce qu'on fait.
Il y a des choses par contre qui vont vraiment à l'encontre du texte. Et ça, on a quand même comment dire, on a quand même un ensemble. Garde-fous, quoi. Ouais, c'est ça, parce que c'est pas non plus tout et n'importe quoi. Et c'est vrai qu'un des trucs qui nous avait vraiment saoulé avec les dernières adaptations, c'est que littéralement toutes les interviews des acteurs, des intervenants en fait dans le film, toutes les interviews disaient oui mais c'est vieux, c'est poussiéreux Dumas, nous on a fait mieux. Et ça par contre c'est le péché mortel chez les Dumariol, c'est non, tu fais pas mieux que Dumas. Tu te calmes, tu t'assieds, tu écoutes et tu apprends. Oui. D'ailleurs, vous dans votre manifeste, vous parlez de l'insoutenable modernité Ouais. de Dumas, c'est cette volonté de réhabiliter le fait qu'on n'a pas besoin de le dépoussiérer parce qu'il était déjà presque dans le futur de la littérature, en fait, dans ce qui pouvait se faire. C'est même pire que ça, c'est que on prétend moderniser quelque chose qui, en fait, leur met plusieurs longueurs dans la vue, en fait. Que ça soit effectivement la remise en question de la masculinité dans Les Trois Mousquetaires, le personnage de Milady lui-même, qui est vilipendé dans les moindres adaptations, alors qu'il est beaucoup plus intéressant dans les bouquins, que le livre passe le fameux test de Bechdel, donc Alison Bechdel, qui est une créatrice américaine, qui avait mis au point une espèce de barre extrêmement basse pour que les films soient pour que elle aille voir les films, c'est-à-dire qu'il fallait qu'il y ait au moins 2 personnages féminins nommés et qui parlent ensemble d'autre chose qu'un homme. Et elle s'était rendue compte que cette barre était extrêmement basse et que la majorité des films ne la passaient pas. Dans Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas, qui ne compte pourtant pas beaucoup de personnages féminins nommés, cette barre est passée. Dans le film Les Trois Mousquetaires de Martin Bourboulon de 2023, cette barre n'est pas passée. Il n'y a pas de personnage féminin nommé qui parle d'autre chose qu'un homme. Et après, on parle même pas des longueurs aussi, de à quel point elles en parlent à quel point elles parlent d'autre chose. Pour un autre exemple aussi, ils ont fait donc une adaptation du Comte de Monte-Cristo où Eugénie Danglars est effectivement lesbienne, qui est le canon chez Dumas. Donc pour rappel, dans le Comte de Monte-Cristo, Eugénie a sa maîtresse qui est sa prof de piano, de chant, pardon. À la fin, elle se déguise en homme et elle se barre avec. Les références à Sappho, à Diane Chasseresse se multiplient. Clairement, elle n'a Dieu que pour les femmes. Le sous-texte n'est pas du tout subtil. Il y a eu une critique dans Télérama du film pour dire ah là là, bravo les films woke, ils ont fait de Eugénie un personnage de lesbienne. Mon Dieu. Alors que justement, ça revient à ce qu'on disait par rapport à l'espèce de double réception où en fait il y a tout ce truc autour du mythe littéraire et quand on fait ce qui est quand on adapte et qu'on reprend quelque chose qui est très explicite dans l'œuvre originale, encore une fois c'est pas une invention, ils se sont pas du tout dit ah oui ok c'est 2024 donc on va rajouter des lesbiennes pour satisfaire les woke. Non, c'est dans le livre et des gens qui prétendent aimer l'œuvre de Dumas débarquent en disant c'est n'importe quoi, vous avez souillé Dumas. Non, c'est dans le livre et c'est même beaucoup plus explicite dans le livre que ça ne l'est dans le film, où dans le film c'est balancé dans une réplique. Une distance respectable de 5 mètres entre elles à tout moment. C'est ça. Et c'est balancé, une réplique qu'on peut aisément couper au montage pour passer la censure, quoi. Donc non, c'est plus même à certains égards plus réactionnaire que dans les livres. Et quand il reprend des éléments qui sont tirés des livres en eux-mêmes, on crie au wokisme. Donc en fait, du coup, ça veut dire que c'est Dumas qui est woke. Pas les films, là, littéralement. Si on doit en arriver là. Mais justement, sur cette réception paradoxale, je me faisais récemment la réflexion que à partir du moment où on se dit pas c'est un auteur du 19e siècle, il est impossible qu'il ait parlé d'homosexualité, et qu'on lit réellement le texte, on s'aperçoit qu'il y a une foule d'indices, c'est ce dont Rutil parlait récemment, il y a une foule d'indices qui permettent à qui sait de se reconnaître dans ces récits-là. Et dans ce texte-là, les allusions à Achille, à Patrocle, où oui, peut-être que quand vous étiez au collège ou au lycée, on vous a dit qu'ils étaient cousins et que leur relation n'était pas claire. Lisez le Banquet de Platon, il y a quand même un débat pour savoir qui fait quoi dans le couple, du point de vue sexuel. Pour les Grecs, la relation entre Achille et Patrocle était très claire, et je pense que pour Dumas, elle était très claire aussi, qu'il donne un indice à ceux qui savent, de la même manière que Rutil a parlé de Sappho. Mais on a cette image mais non, c'est le 19e siècle, c'est impossible que ça parle de ça. Parce qu'on a aussi cette image je sais plus qui a dit tout à l'heure, les grands auteurs sont forcément blancs et hétérosexuels, sauf Proust. On a cette image que même chez Proust,
tout est tellement caché. Proust lui-même s'est dépeint en hétérosexuel, donc c'est impossible que lui, qui est déjà le summum de l'auteur homosexuel, soit à ce niveau zéro et que les autres soient plus hauts. Et une fois qu'on a enlevé cette barrière et qu'on lit vraiment le texte, on découvre par exemple qu'un personnage comme Albert dans le Comte de Monte Cristo, mais c'est le cliché de tout ce qu'on va dire d'un homosexuel. Il a des problèmes avec son père parce que c'est l'homme idéal. Il a des problèmes avec sa mère parce que c'est la femme idéale et qu'aucune femme ne peut être aussi bien qu'elle. Donc c'est vraiment, ça c'est la psychologie de comptoir, c'est vous êtes gay parce que vous avez des problèmes avec vos parents, parce que votre mère est trop ci et votre père est trop ça. À un moment donné, il veut séduire une femme, quand il est à Rome au début, il veut séduire, enfin il y parvient même quasiment. Au moment où il va au rendez-vous, c'est finalement un homme déguisé en femme qui l'accueille et il s'en aperçoit pas. Mais je veux dire, mais qu'est-ce qu'il vous faut pour vous apercevoir qu'il y a peut-être pas une homosexualité avouée, mais une ambiguïté. Et en fait, je trouve que, et ça c'est une chose très forte chez du Mariol, c'est que on accepte que les textes soient ambigus et qu'il y ait peut-être autre chose que juste la lettre du texte. C'est-à-dire que tout ce qu'on accepte chez d'autres auteurs, qu'on accepterait chez Molière, où on accepte par exemple que la médecine ne désigne pas la médecine, mais que ce soit une critique de la religion, un mot couvert. À Dumas, on veut pas. Dumas, on dit non, c'est un auteur populaire, il écrivait pour les gens qui lisaient ça en bas de leur journal, donc forcément c'est bas de plafond. Non. Nous, on dit, on lit et on se dit, c'est pas possible que quelqu'un qui écrit aussi bien, qui a un style aussi fin, aussi varié en termes de qualité de description. Une chose que j'ai découverte, enfin pas découverte, mais que j'ai apprise récemment, c'est qu'en fait, puisqu'on parlait de Maquet tout à l'heure, généralement, évidemment, tous les textes, tous les brouillons et tous les manuscrits ont disparu. Sauf que pour la deuxième moitié des Trois Mousquetaires, on a le texte que Maquet a livré à Dumas. Évidemment que moi j'apprends ça, j'ai qu'une envie, c'est d'aller voir si c'est vrai que Dumas a changé 3 virgules et 2 adjectifs. Donc je vais voir ce texte, qui en plus est maintenant numérisé sur le site de la BNF. Et c'est un résumé. Dumas a rajouté des quantités effroyables de choses. Un exemple tout simple, si vous avez lu le roman ou vu les films, à un moment donné, donc ils sont au siège de La Rochelle, et ils vont croiser Richelieu sans le savoir. Puisqu'ils sont en train de faire une espèce de sortie de nuit pour Dieu sait quelle raison, probablement pas très avouable d'ailleurs. Ils croisent le cardinal sans savoir que c'est lui. Eh bien, chez Maquet, ils savent tout de suite que c'est lui. C'est Dumas qui a introduit cette ambiguïté où on s'en doute, mais on ne le sait pas. C'est Dumas qui a introduit une petite description de 10 lignes, mais en fait, comme l'écrit Simone Berthier dans son livre Dumas et les Mousquetaires, c'est 10 lignes de description, mais on est déjà pris, on est déjà happé parce que il y a cette science du style, il y a cette science de l'écriture de dire exactement ce qui va poser une atmosphère, de pas faire une phrase trop longue, de pas faire une phrase bancale, de faire une phrase qui sonne bien. Et de ce point de vue-là, oui, il y a des maladresses parce que c'est du feuilleton, c'est-à-dire publié parfois de manière quotidienne, à raison de 5 chapitres par semaine, puisqu'il y a quand même des jours de relâche. Oui, quand c'est repris en volume, il ne corrige pas les répétitions, il ne corrige pas qu'un personnage change de couleur de cheveux. C'est pas pour ça que c'est mal écrit. C'est pas parce que c'est écrit vite que c'est mal écrit. Quand Stendhal écrit vite, on dit que c'est génial. Quand Dumas écrit vite, on dit c'est bâclé. Et ben nous, on dit que non, c'est pas bâclé. Et on revient aussi justement sur le lien qu'il y a entre la vision qu'on a de l'auteur et la réception qu'on a de l'œuvre. Dumas est très vite, et ça date du 19e siècle. Oui. Bon, merci. Donc ça date donc de ses contemporains, où bon, donc on l'a dit, il est métis. Pour cette raison, il est très décrié par ses contemporains. On a des extraits de lettres ou de témoignages, enfin quelqu'un qui dit que quand il rentrait dans une pièce, on ouvrait les fenêtres parce qu'il sentait pas bon, etc., etc. On a énormément de caricatures racistes, dont certaines sont d'ailleurs dans l'enceinte du château. Donc il est décrit comme étant ce personnage très gras, qui aime la bonne chair, etc., etc. Alors que pendant un très long moment de sa vie, il ne buvait que de l'eau. L'alcool est arrivé très très tard dans la vie de Dumas. Mais c'est quelqu'un d'extrêmement érudit. C'est quelqu'un qui, quand il va en Italie, donne à son fils un corpus de lecture. Il lui dit, tu dois connaître Homère, tu dois connaître Virgile, tu dois connaître tel auteur, tu dois avoir lu au moins tant de pièces de théâtre, tu dois connaître au moins un Racine, un Molière et un Shakespeare par cœur. Enfin, il lui fait vraiment une liste assez dantesque, et il finit sa lettre en lui disant, quand tu auras lu tout ça, on pourra voir si tu peux être écrivain ou pas.
Donc pas de pression en plus, mais donc il est vraiment extrêmement érudit. Donc c'est pour ça que quand on parle ce que Loxa explique, ceux qui savent, c'est ce qu'on appelle du coding. Donc c'est-à-dire c'est des codes qui sont laissés par des gens, d'un point de vue moderne, on peut dire d'une certaine communauté, qui ne peuvent être compris que par des gens qui font partie de cette communauté parce qu'ils ont les codes. Et donc quand Dumas parle d'Achille et Patrocle ou de Sappho, c'est pas du tout balancé au hasard. Il sait ce qu'il fait, il le fait de façon très savante, mais en même temps aussi de façon à pas forcément passer entre les mailles, mais être compris par tout le monde. Ceux qui savent, mais ceux qui savent pas, c'est pas grave parce qu'il fait quand même du feuilleton, il fait de la littérature populaire et il se décrit comme un vulgarisateur. Son but, c'est pas de faire de la littérature savante, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de référence savante dans le texte. Et c'est ça, en fait, la grande, je pense, le grand paradoxe, c'est qu'en fait, on part du principe que comme il fait de la littérature populaire, c'est pas exigeant. C'est faux. Dumas est très exigeant avec lui-même, il est très exigeant avec ses pairs. Il y a quand même une lettre où il fustige Victor Hugo, c'est après les Misérables, où il lui dit franchement, en gros, je vous résume le truc, mais c'est j'adore ce que tu fais, mais il y a plein de trucs que tu aurais pu couper parce que on s'emmerde un peu quand même. Je vois, ma citation préférée de Dumas, c'est « Je vois 4 volumes dans cela et non 10 ». Et moi, je suis là genre « Yes ! Dis-lui !» Les digressions sur Waterloo, on n'en avait pas besoin. Mais juste pour rebondir sur ce que disait Lati, et juste par rapport aussi à un truc qui va nous revenir souvent, nous, en tant que Dumariol, en tant qu'artistes queer aussi, et qui vont aussi, du coup, voir ce coding dont parle Lati, qui vont voir ces références queer dans l'œuvre de Dumas. On va nous reprocher beaucoup, non mais vous voyez le mal partout. Ça c'est un truc qui va revenir souvent. Et je trouve ça intéressant parce que, par exemple, typiquement, il est communément admis que Vautrin, chez Balzac, est homosexuel. Le mot homosexuel n'apparaît nulle part chez Balzac. À aucun moment il n'est dit Vautrin est homosexuel. Il dit qu'il n'aime pas les femmes. Je crois qu'il dit quand même qu'il préfère les hommes, mais bon, préférer les hommes, qu'est-ce que ça veut dire dans un contexte aussi misogyne aussi, n'est-ce pas? On va multiplier effectivement les références, les trucs très 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 appuyés. Donc il va être communément admis dans les communautés littéraires que Vautrin est homosexuel, mais n'est jamais dit pédéraste, n'est jamais dit homosexuel, n'est jamais dit dans le texte, à aucun moment. Donc, je pense que pareil, on a une certaine licence pour nous de voir quand, et de la même façon aussi que Eugénie, on va communément reconnaître qu'elle va être homosexuelle, qu'elle va être lesbienne dans le Comte de Monte Cristo. À aucun moment lesbienne n'est écrit, à aucun moment homosexuel n'est écrit. Donc, de toute façon, même pour des personnages dont on sait canoniquement, en tout cas à peu près de façon certaine qu'ils le sont, il y a quand même du flou. Donc, dans ce flou, on va aussi nous reconnaître et aussi essayer de déterminer des choses. Oui, puis là, c'est aussi revenir à ce que sont les Dumarioles. C'est aussi une communauté littéraire en ligne et une communauté artistique en ligne. Et donc, il y a un élément qui est assez intéressant, c'est ce qu'on appelle la pratique de la fanfiction, qui préexiste à Internet, mais qui consiste globalement pour des fans, pour des lecteurs et lectrices, pour des artistes, à utiliser les interstices laissés vacants par un auteur ou une autrice pour un petit peu, sans forcément faire du redressage de tort, mais aller soit se réapproprier l'œuvre, soit aller chercher ou fabriquer des éléments pour la faire un peu plus sienne. Donc c'est souvent certaines œuvres qui manquent de représentation féminine. On va avoir énormément de lectrices qui vont utiliser les personnages, on le voit dans le manga par exemple, qui vont utiliser les personnages masculins et puis voilà, qui vont réécrire un peu l'histoire pour les faire leur et puis aussi pour s'identifier un peu mieux. Donc finalement, moi j'ai la sensation en fait quand je vous lis, quand je vois le travail des Dumarioles, c'est aussi il y a cette pratique de la fanfiction quelque part et qui ramène aussi l'auteur à beaucoup de modernité et qui consisterait à se dire il ne dit pas le contraire, c'est quelque part un peu permis et puis en fait même si c'était pas permis, moi j'ai envie de le lire comme ça et puis finalement si par extension toutes les adaptations qu'on voit quelque part c'est des lectures, c'est des angles, c'est des points de vue qu'on voit les récents films ou autres et en fait ils ont le droit de coexister et en fait, l'auteur, il y a des auteurs qui se sont exprimés sur le fait qu'ils n'autorisaient pas et qui n'autorisaient à aucun moment des lecteurs ou des lectrices et d'autres artistes à utiliser leur travail. J'ai pas la sensation que Dumas les fait. Par rapport à ça précisément, après t'inquiète, je te laisse, mais par rapport à ça précisément, de son vivant, Dumas a autorisé des suites de ses œuvres. De toute façon. Donc à partir de là.
Je vous laisserai parler plus spécifiquement du travail des fanfics aujourd'hui, mais à mes yeux, de toute façon, Dumas écrit déjà des fanfics. C'est-à-dire que quand on lit le Sphinx rouge, donc vous avez une très belle illustration ici, c'est une fanfic sur Richelieu et Louis XIII, dans laquelle, par ailleurs, Dumas ne perd quasiment pas une occasion de rappeler que Louis XIII quand même, hein, lui faire avoir une maîtresse, c'était pas possible. Hein. Ah là là, il aimait pas les femmes. Tiens, si je faisais une liste des favoris de Louis XIII, alors là d'abord il y a eu celui-là, ensuite il y a eu celui-là. En ce moment c'était celui-là, et puis le dernier, celui qui est non pas, qui est le futur favori, celui qui aimerait devenir favori, donc qui est l'aspirant favori. Il écrit non pas l'aspirant favori, mais le favori aspirant, en inversant les mots, ce qui est une manière. Toute figure de style est un écart par rapport à une norme, donc il inverse la norme pour pointer le doigt sur, et nous on se dit, ce n'est pas possible, il sait ce qu'il fait. Je pense que Dumas prend un très grand plaisir à prendre des personnages historiques et à faire exactement ce que Guitry disait qu'il faisait dans ses films historiques, c'est-à-dire imaginer tout ce qu'on ne sait pas. S'introduire dans les interstices de l'histoire. Dumas a évidemment cette volonté d'être un vulgarisateur, mais aussi de rendre ses personnages, pour les vulgariser, extrêmement vivants. Richelieu, quand on lit le Comte de quand on lit le Sphinx Rouge a failli s'appeler le Comte de Moret. Quand on lit le Sphinx Rouge, quand on lit même les Trois Mousquetaires, est un personnage vivant. Et Louis XIII à sa manière aussi. Et donc, je pense que Dumas serait très content qu'on fasse vivre ces personnages d'une manière ou d'une autre. Puis de toute façon, bon, comme dit un adaptateur de Berlioz bon, digression encore de folie, mais c'est pas grave. Debussy imagine que quelqu'un qui a adapté Berlioz s'est dit, de toute façon, il peut plus rien dire, il est mort. Il y a un peu de ça, mais en même temps, on le fait avec un certain sérieux, c'est-à-dire de se dire que nous dit le texte et quelle liberté ce texte nous laisse. Et non pas, est-ce qu'on a le droit d'aller contre parce que nous, on a décidé que c'était trop dur à lire et que c'était pas assez moderne. Le respect aussi dû à l'auteur, on en parle régulièrement, le fait que Dumas avait des ateliers, mais Stendhal aussi, en vrai. Ça, c'est toi qui l'avais dit là-dessus. Oui, il a séquestré pendant une quarantaine ou soixantaine de jours un scribe pour écrire La Chartreuse de Parme. La Chartreuse de Parme, qui est un livre auquel je n'ai pas du tout adhéré pour de multiples raisons. Mais donc, ce livre qui est d'un point de vue extrêmement subjectif, que je trouve chiant comme la pluie. On en parle à la fac et notre professeur qui est absolument en pamoison et qui fait « Ouais, non mais vous vous rendez compte, c'est absolument génial, il l'a écrit en 40-60 jours. » Donc déjà, elle dit « Il l'a écrit, hein, pas « Il a fait écrire quelqu'un c'est ». Non mais rendez-vous compte, le texte est génial justement parce qu'il avait un scribe, parce que il débitait. Il y avait le pauvre scribe qui essayait de maintenir le rythme. Mais du coup, ça rend le texte imparfait, mais ça le rend imparfait parce que c'est génial, parce que le texte est directement tel qu'il est sorti de la bouche de l'auteur. Alors qu'on sait qu'il y a l'espèce de transition en fait entre le cerveau et la main qui fait que le texte qu'on imagine dans notre tête ne sort pas pareil quand on l'écrit. Bah là, Stendhal s'affranchit de ce truc, good for him, il s'affranchit de ça en employant quelqu'un pour écrire. Ça rend un texte imparfait et c'est génial. Mais on va pas parler du scribe comme collaborateur. Ouais. Et donc voilà, c'est pas, enfin, ce qui est intéressant, en fait, c'est la façon dont on le traite d'une manière générale et les libertés qu'on prend avec lui, qui sont à la fois des libertés très joyeuses, mais aussi, on revient régulièrement sur le fait qu'il y a personne qui se fait autant traîner dans la boue que lui aussi. C'est catastrophique. On s'est tapé l'autre Maquet, l'autre Dumas et signé Dumas, donc le film et la pièce de théâtre, c'est abominable. C'est vraiment un pamphlet anti-Dumas qu'il présente à moitié comme un débile. Maquet a tout fait, c'est lui le génie. Alors purée, on a lu ses bouquins. Non. On essaye d'être objectif, mais vraiment ça a été une purge. Et du coup, oui, il y a ce truc. Quand on voit ces interviews d'acteurs qui jouent dans Les Trois Mousquetaires de 2023, on se dit, mais est-ce que Hugo, il se serait fait traîner dans la boue à ce point? Est-ce que on s'attaquerait à Zola en disant, oui, enfin, sympa, mais nous, on a quand même fait mieux, n'est-ce pas? Et il y a vraiment que Dumas qui se fait tataner à ce point, en fait. Et là, moi, ce qui me frappe en vous écoutant, c'est que finalement, bon, là, il y a une réhabilitation de Dumas dans votre démarche, mais est-ce qu'on peut critiquer Dumas chez Dumariol? 100%. Déjà, par exemple, ce qu'on avait dit, il a quand même des côtés extrêmement insupportables. Hein. Ce côté espèce de menteur compulsif, enfin, genre, on s'est procuré une édition d'Une nuit à Florence, qui est la fanfiction historique entre Lorenzo et Alexandre, voilà, de Médicis.
L'ouverture du texte, et je vous promets que c'est vrai, l'ouverture du texte, c'est là où il y a le plus d'esclavage, c'est sur les terres où il n'y a pas la mer. Par exemple, la raison pour laquelle il y a autant d'esclavage en Afrique, c'est parce que, en fait, c'est ça, de grandes étendues désertiques. Enfin, la preuve aussi, c'est qu'en Amérique, les côtes sont quand même très éloignées les unes des autres, donc bon, c'est normal qu'on en trouve là-bas. Alors qu'un homme qui est confronté à la mer, c'est un homme qui connaît la liberté parce qu'il est confronté à l'immensité, donc il y en a pas. D'accord, Alexandre, mais l'esclavage en Grèce, du coup. Rome, voilà, et il le dit avec tellement d'aplomb que à la première lecture de ce paragraphe, j'étais en mode mais c'est pas complètement stupide ce qu'il dit. Et en fait après si c'est complètement stupide, ça n'a aucun sens. Il y a aucun fondement. Enfin il y a ça, il y a l'éducation aussi l'éducation, la non-éducation, hein, le rapport très particulier qu'il avait avec son fils, on peut pas lui retirer aussi quelques stéréotypes misogynes et sexistes, genre on en a parfaitement conscience, mais là c'est le moment de sortir la carte que sortent toutes les personnes quand on parle d'un auteur un peu problématique, c'est aussi un homme de son temps. Et malgré le fait que ce soit un homme de son temps, c'est quand même un homme qui a aussi traversé beaucoup du racisme, notamment de son époque, parce que métis, etc., etc. Par exemple, quand j'ai commencé à dire à d'anciens collègues à moi que je me mettais à lire et à apprécier Dumas, la première réflexion qu'on m'a faite, puisque bon, pour ceux qui ne savent pas à l'image, je suis métisse aussi, mais tu l'aimes parce qu'il est métis. Oui, peut-être, mais c'est peut-être aussi parce que son métissage fait partie de ce qui fait le ciment de son œuvre. La raison pour laquelle, par exemple, il est aussi extravagant, c'est parce que il cherche à se faire une place dans une société eugéniste et raciste. Donc, il se présente avec énormément de majesté, d'extravagance. Il dépense son argent, il est extrêmement clinquant parce que, en fait, il faut qu'il se fasse une place, il faut qu'il ait une crédibilité que lui nie en plus ses contemporains. Encore une fois, je vous renvoie aux caricatures qu'on peut trouver dans le château ou les choses qui sont dites quand on apprend qu'il a des collaborateurs. Quand Maquet fait un procès à Dumas et qu'un avocat fait un espèce de pamphlet anti-Dumas en parlant de ses collaborateurs comme étant des nègres, puisque c'est l'expression qu'on utilisait à l'époque, des nègres qui acceptent de se faire fouetter par un mulâtre. Donc il y a vraiment donc il y a vraiment quelque chose qui traîne en fait, et l'écriture de Dumas est aussi très tributaire de ça. Je pense que s'il s'est tourné vers le théâtre aussi dès le départ, c'est pas pour rien, c'est parce que c'est une façon de se montrer, de se faire voir, et la persona qu'il se crée pour survivre à cette société est une persona qui le suit aussi dans son écriture et dans ses romans. La raison pour laquelle il est aussi érudit, c'est pas parce qu'il a eu une éducation érudite de base, c'est parce que quand il a voulu rentrer dans le milieu littéraire, il a compris qu'il devait l'avoir et il a entre guillemets tout appris de lui-même. À rebours, parce qu'en plus il avait aussi, c'est pas qu'il avait du mal, mais il n'était pas spécialement bon élève quand il était jeune parce que ça lui passait un petit peu au-dessus de la tête. Sa mère qui lui donne des sous, bon ça je sais pas si c'est la légende ou si c'est vrai, mais donc sa mère qui lui donne des sous pour qu'il s'achète des fournitures scolaires, il va s'acheter du pain et du saucisson et il va camper 3 jours dans la forêt. C'est le roi. Donc voilà, donc en fait on ne peut pas comprendre complètement l'œuvre de Dumas si on n'a pas essayé de comprendre l'homme que c'était, et on ne peut pas comprendre l'homme que c'était si on ne le respecte pas. À partir du moment où on ne respecte pas l'auteur qu'est Dumas, on ne peut pas espérer respecter son œuvre, c'est pas possible. On ne peut, et il y a quelque chose qu'on reproche énormément aux adaptations modernes, c'est qu'en fait on a l'impression qu'ils adaptent quelque chose qu'ils n'aiment pas. Et ça, en termes d'adaptation, ça pose problème. Pour revenir à ta question, est-ce qu'on peut critiquer Dumas? Oui, mais en fait on peut le critiquer comme les autres auteurs, c'est-à-dire que dès qu'on va commencer à dire du mal, justement du mal entre guillemets, d'un Flaubert, d'un Balzac, d'un Dostoïevski, on va toujours trouver que c'est pas si grave, qu'il y a des choses qui le rattrapent. Et je suis d'accord avec ça. Flaubert est un lecteur extraordinaire, Dostoïevski aussi, et Balzac aussi. Il y a vraiment pas de problème là-dessus. Le problème, c'est que dès qu'on va trouver un défaut chez Dumas, tout de suite, ça va être un moyen de le décrédibiliser. Et je me rappelle qu'au moment où il y avait l'adaptation, une des adaptations, je sais plus si c'était le premier ou la deuxième, ou Monte Cristo, le premier ou deuxième volet des Mousquetaires ou Monte Cristo, il y avait quelqu'un qui avait mis un truc Twitter sur Twitter, enfin X maintenant, pour dire oui, Dumas est un grand auteur, mais il ne fait pas partie des très grands auteurs de la littérature française. Et nous, on a réagi en disant mais qui décide si ça fait partie des très grands auteurs de la littérature française? Quand on a une chercheuse comme Simone Berzer qui dit ce qui m'a frappé quand j'ai travaillé sur Dumas, c'est que chaque fois que je cherchais un détail, je me retrouvais 25 pages plus loin à avoir été pris dans son écriture. Mais qui n'a pas des souvenirs d'exactement l'inverse avec d'autres auteurs où
on essaie désespérément de lire je ne sais qui, le Lys dans la vallée, qui l'éducation sentimentale, et ça nous tombe des mains. Et Dumas a cette qualité, et on ne veut pas la lui reconnaître comme une qualité. D'ailleurs, on parle aussi de gens qui n'aimaient pas lire et qui se sont remis à apprécier la lecture parce qu'ils ont replongé dans les œuvres de Dumas, ce qui était en plus complètement son objectif à la base quand il fait de la vulgarisation. Donc, un auteur classique que les gens aiment lire, ça court pas les rues. Voilà. Mais même par rapport, juste, tu disais, c'est un auteur qu'il n'aime pas, et finalement, effectivement, c'est de cet ordre-là, c'est-à-dire qu'on sent qu'il y a une forme de mépris, et que quand, je crois que c'est Martin Bourboulon qui dit, oui, j'ai trouvé que le livre était extrêmement difficile à lire. Ça veut dire, n'essaye pas de lire l'éducation sentimentale. Mais il y a souvent ça, de toute façon, chez des auteurs, enfin, du moment où ça serait pas compliqué, difficile, l'effort qu'il y aurait à accéder à une œuvre, la mettrait au-dessus des autres, en fait. C'est un débat qu'on a encore même maintenant, ne serait-ce que dans le cinéma, ou dans les séries. Il y a tout ce qui est fait pour le rendre accessible, le rendre joyeux même, cette joie qu'il peut y avoir dans la lecture, dans la consommation d'un produit culturel ferait que ça le rendrait moins bon. C'est quelque chose qui revient finalement assez régulièrement et dont il a pu souffrir peut-être un peu, peut-être pas avant les autres, parce que ça, c'est quelque chose qui... Clairement, ils l'ont pas accepté à l'Académie. Bon, on peut se poser la question pourquoi. Évidemment, nous, on a notre idée là-dessus. Non, mais cette accessibilité, effectivement, est totalement admirable et on la reconnaît aussi. Ce qu'on aimerait aussi quand même, et c'est ce à quoi on travaille aussi, c'est qu'on lui reconnaisse de la complexité. C'est ça qui nous saoule aussi au bout d'un moment. C'est que Latil a dit à très juste titre, ça fourmille de références. En fait, il y a ces auteurs qui me fascinent, comme La Fontaine, comme Goscinny. C'est des auteurs en fait que vous pouvez lire un premier niveau c'est de l'aventure, c'est sympa, il y a des choses qui se passent et vous passez un bon moment. Il y a d'autres niveaux derrière où chez La Fontaine, ça va être aussi non, c'est une fable morale, ça va parler de l'humanité dans son ensemble. Et il y aura un troisième niveau de lecture qui fait non, ça parle pas de l'humanité dans son ensemble, ça parle de Madame Machin et de Monsieur Bidule qui ont fait un truc spécifique à la cour de Louis XIV et laissez-moi vous raconter le gossip. Goscinny, c'est la même chose. C'est si vous lisez Astérix chez les Bretons, c'est super sympa à lire. Quand vous allez en Angleterre et que vous voyez toutes les maisons pareilles alignées et que dans Astérix chez les Bretons il y a toutes les huttes qui se ressemblent, vous dites ah ok, d'accord, j'ai pigé, je vois exactement de quoi il s'agit. Donc Dumas, il y a un peu de ça que j'aimerais moi ramener en tant que fondatrice des Dumarioles, j'aimerais qu'on lui reconnaisse ces différentes couches. Je ne rejette absolument pas le côté accessible, je trouve ça très cool au contraire. C'est ce qui fait malheureusement qu'on ne s'arrête quasiment que à ça, le côté un peu patron de cirque. C'est toujours du grand spectacle Dumas, on va toujours sortir les costumes, et pourquoi pas, c'est super. Mais à un moment donné, est-ce qu'on peut avoir une vraie discussion littéraire sur lui aussi et encore une fois, juste qu'on s'engage au moins avec le texte. Et juste par rapport au côté critique aussi, pour revenir aussi sur le fait, ça va vraiment être une entreprise ici de pas arrêter de dire qu'on n'est pas complètement taré, mais mais pour revenir on n'est pas des intégristes, le fait que dans les principes de la Dumariolerie, on ait intégré ce principe très important qui a été demandé sur le Discord. J'ai posté du coup les règles pour devenir Dumariole. Il y en a 9 et c'est sur le Discord qu'on m'a réclamé. Mais ce serait peut-être bien de rajouter, il faut pas idolâtrer non plus Dumas. C'était là-dessus. Et de rajouter cette espèce de petite distance qui est oui, c'est cool de l'appeler Dudu, c'est cool qu'il vive avec nous, c'est cool qu'on dialogue régulièrement avec, mais c'est aussi hyper important de pas en faire non plus un être parfait, intemporel et surtout sans défaut. Non, on les connaît les défauts. De le figer aussi finalement. Ce que je veux dire, c'est à partir de là que la figure littéraire est figée, que l'œuvre est figée et qu'on peut pas. Là, effectivement, et c'est peut-être finalement ce qui nous avantage un peu aussi, c'est que comme il est pas pris autant au sérieux, il est moins figé et donc plus plastique et on peut plus facilement aussi aller dans ses œuvres parce que qui dans votre entourage a lu La Reine Margot 20 ans après quoi. Donc ça permet finalement une certaine facilité à rentrer dans l'œuvre parce que en fait on n'entre pas dans un espèce de, c'est un peu comme rentrer dans un bâtiment où en fait tout est très silencieux, donc on va rester silencieux, on va rester crispé.
Non, Dumas, c'est une maison en fait avec plein plein Ouverte à tous les vents. voilà, ouverte à tous les vents, avec une bouteille de champagne par invité, etc., etc. Mais c'est aussi une maison très bien décorée, très bien faite, avec des artisans venus directement de Tunisie pour faire le salon mauresque, etc., etc. Donc c'est du divertissement. Mais c'est pas du divertissement stupide. Mais comme beaucoup de gens se sont arrêtés au divertissement, bah ils sont pas rentrés et nous on a toute la place. Mais le fait que ce soit pas un auteur justement statifié a fait aussi que c'est pas un auteur surglosé. C'est ça qui racontait Claude Chope l'a amené à travailler dessus. C'est que il cherchait, raconte-t-il dans une émission sur France Culture, je crois, il cherchait un auteur sur lequel il n'y ait pas déjà 50 couches de bibliographie à franchir avant de pouvoir accéder au texte. Mais que Claude Chope lui-même reconnaisse que oui, chez Dumas, dans sa propre vie, les amours féminines ont quand même plutôt des caractères d'amitié et les amitiés masculines presque un caractère amoureux, montre peut-être qu'on délire pas complètement non plus. C'est son biographe personnel. C'est son biographe, c'est l'éditeur de sa correspondance quand on est au tome 9, ils sont comme ça chacun, il a lu toutes les lettres. Et oui, ce que tu disais tout à l'heure de Claude Chope qui dit mais au bout d'un moment il est fatigant. Oui, il y a un moment, il est tellement excessif qu'il y a un côté fatigant parce que oui, on a vu que tu nous as mis encore un personnage gay, oui, ça. On a compris. Mais je pense qu'il y a un autre aspect justement, c'est que qui peut dire qu'il a lu tout Proust? Bah, n'importe quel chercheur sous Proust. C'est-à-dire, ils ont tous lu La Recherche 14 fois, ils ont lu Jean Santeuil, ils ont lu ça. Bon, parce que l'œuvre proustien, qui déjà est assez ample, reste néanmoins dans des bornes raisonnables. Dumas, mais à chaque fois qu'on croit qu'on en a fini, de toute façon, il nous en ressort un nouveau en feuilleton qui n'avait pas encore été publié en volume, et il y en a encore d'autres et ci et ça. Je veux dire, la quantité d'œuvres que cet homme a produites, et je vous invite à regarder le nombre de titres qu'il y a sur son petit bureau personnel là-bas. Mais cet homme, moi, ça m'a frappé aussi en parcourant la correspondance. C'est aussi un aspect qu'on a oublié, c'est que comme Balzac, cet homme se tue au travail. C'est-à-dire qu'il travaille à 3-4 romans en même temps et il n'arrête pas. Et les lettres à Maquet, pour l'instant, c'est seule que j'ai, c'est envoyez-moi de la matière. Il a besoin de se documenter, il a besoin d'avoir une base pour travailler. Et il travaille. Donc oui, il y a le côté exubérant qu'on adore, mais c'est aussi quelqu'un qui travaille énormément. Et tu parlais de sa culture. Tu parlais de sa culture. C'est quand même quelqu'un qui a acquis toute cette culture sans être passé par les jésuites et ci et ça. Je veux dire, c'est pas Victor Hugo qui a été élève au collège Louis le Grand. Il a dû se forger ça lui-même. Il a dû se forger son œuvre. C'est en grande partie un autodidacte aussi. Et là encore, on a quelque chose qui n'est pas reconnu, c'est-à-dire oui, bon bah c'est sympa. Non, c'est quand même aussi un travail colossal. Et je repense à une autre chose dont on parlait tout à l'heure des ateliers, des gens qui avaient des assistants. Quand c'est un peintre, ça pose de problème à personne. Je veux dire que Rembrandt, que Raphaël, que n'importe quel peintre, à part Michel-Ange qui était chiant, avait un atelier. C'est normal. Ce qui est pas normal, c'est Michel-Ange qui veut peindre toute la chapelle Sixtine tout seul parce que ses assistants sont nuls et ils le font chier. Ce qui est pas normal, c'est c'est Flaubert qui écrit Salammbô en lisant tout ce qu'il peut trouver sur Carthage tout seul, sans demander à personne de l'aider, à part à l'aider. C'est ça qui est pas normal en fait. Et ce qui est très paradoxal, justement, c'est que donc c'est un auteur qui est très peu étudié. Donc, quand on cherche quelque chose de critique sur Dumas dans les études dumasiennes, bon, là, il commence à y avoir de plus en plus de choses, notamment grâce à notre ami Claude Chope qu'on n'arrête pas de citer. Mais pour quelqu'un qui a écrit autant, c'est quand même très paradoxal qu'il y ait si peu de matière critique. Finalement, j'ai un souvenir très très vivace de ma sœur qui rentre chez moi, qui regarde la bibliothèque, qui voit l'étagère qui commence à être envahie de Dumas et qui me dit mais il parle trop, ton pote, en fait. Genre, il a tant de choses que ça à dire. Et je fais oui, non, mais il a beaucoup à dire. Et je pense que je suis même pas à 1/5 de ce qu'il a produit. Comme on dit, enfin, on pense qu'il y en a plus. Et il y en a encore. C'est vraiment cet ami chez qui vous allez dîner, qui vous sert quelque chose et qui amène un autre plat et qui en rajoute à chaque fois. Mais non, tu vas quand même pas partir sans prendre un dessert. Tu vas pas partir sans prendre un deuxième verre de vin. Et on t'en peut plus, mais en même temps, bon, il cuisine bien, donc t'es en mode vas-y, c'est pas grave. Et c'est, en plus, la métaphore de la nourriture est pas du tout anodine, hein, chez Dumas. C'est quelque chose
qu'il affectionnait vraiment au point d'écrire un dictionnaire de cuisine, qu'il considère comme le clou final de son œuvre. Mais donc c'est vraiment histoire de dire, enfin, il a fait de la cuisine, on parlait d'un auteur protéiforme, voilà, il a fait du théâtre, des romans, donc du feuilleton, de la cuisine, des récits de voyage. Il a fait tellement de choses que pour son biographe, c'est hyper difficile à absorber et que même pour nous qui adorons vraiment son œuvre, il y a des moments où on est fatigué, on n'en peut plus, on ne sait plus où donner de la tête, on se dit ah c'est bon, j'ai fini la trilogie des Valois. Bah, attends, parce qu'il y a la trilogie du médecin de la Révolution, t'inquiète pas, t'as pas fini. Enfin, et à côté de ça, en termes d'écriture critique de Dumas, bah il y a rien, ou en tout cas très peu de choses. Est-ce qu'il y a des points de son œuvre ou de sa vie qui résistent un peu au Dumariol ou sur lesquels ça peut donner lieu à des débats homériques? Alors je sais qu'il y a beaucoup de débats homériques sur les Dumariol, mais quelque chose, un point qui ne fait absolument pas consensus ou quelque chose où vous cassez les dents sur un aspect de Dumas? Bah, à part enfin, on est plusieurs. Heureusement, on peut mettre nos ressources en commun et nos cerveaux en commun, mais c'est vraiment, ouais, cette énormité de corpus qui, moi, pour le coup, j'ai le souffle un peu coupé, hein. Oui, c'est vertigineux. Surtout dans notre époque très hachée au final. Et après voilà, il y a les trucs connexes, puisque comme je disais, alors ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a des fils de lecture sur le Discord, c'est-à-dire que dès que quelqu'un se met à lire telle ou telle œuvre de Dumas, ils vont faire un commentaire au fur et à mesure qu'ils lisent. Donc ça c'est assez sympa parce que ça permet de découvrir des trucs, ou si on n'a vraiment pas le time, voilà, des choses pas nécessairement très connues. Et après voilà, il y a les trucs connexes qui sont les Claude Chope, les Simone Bertière, et puis les Maquet, quoi. Enfin, ce qui est intéressant aussi de savoir, juste en comparatif, mais ouais, on a le souffle un peu coupé par ça. Il y a un moment où on se dit mais jusqu'à quand on va continuer? Ça fait depuis 2023 qu'on existe, enfin qu'on existe officiellement. Ça a commencé en tant que les Dumariol en tant que groupe de lecture entre guillemets a commencé en 2022. Et moi, je vois pas vraiment de fin, en fait, à ce qu'on fait tant qu'on sera zinzin. On n'en ressortira pas. Enfin, il y a même des moments où je me dis non mais je l'ai lu, mais il faudrait peut-être que je le relise parce que je suis sûre que j'ai pas tout saisi. Et ça c'est terrible aussi, parce qu'il y a du coup voilà, celle qui a commencé à lire Maquet, elle a dit non mais là il faut que je relise les Trois Mousquetaires pour me réhabituer au style de Dumas. Donc non, en plus on est obsessif, c'est ça qui est horrible, c'est qu'on part dans tous les sens et on est obsessif. Et il nous aide pas du tout. Hein, non. Mais là encore, une chose toute simple, dans les études critiques, c'est classique de dire oui, il faut que je relise la recherche, il faut que je relise Madame Bovary. Qui dit il faut que je relise la Reine Margot? On a l'impression qu'une fois qu'on sait l'histoire, ça n'a plus d'intérêt. Et relire, c'est aussi, petite parenthèse, Claude Chope parle du rythme de Dumas. Il dit on sent dans son écriture qu'il nous emporte dans son rythme, parce que son rythme d'écriture est très rapide, son rythme de vie est très rapide, et notre rythme de lecture, c'est son rythme à lui finalement. Mais effectivement, à la première lecture, on va rater plein de choses parce que on a envie de savoir est-ce tel personnage va survivre, comment est-ce qu'il va s'en sortir de telle ou telle plotline, et je ne sais pas quoi. Il nous fait vraiment courir. Mais quand on relit, on redécouvre des dizaines de détails, et pourtant, si peu de gens le relisent. D'où le titre Relire Dumas. C'est ça. Par exemple, je suis en train de le lire, mais donc j'ai d'abord écouté une fiction audio qui adaptait La Reine Margot, une très belle adaptation sur Radio France, assez moderne en fait. Je pensais qu'elle était ancienne, mais elle date des années 2020, quelque chose comme ça, ou en tout cas très peu de temps avant. Et avant de me plonger dans la lecture du livre, je me suis dit je vais regarder le film de Patrice Chéreau. Patrice Chéreau, il a lu le livre dans le sens où c'est l'histoire, mais j'ai l'impression qu'il n'a pas tout compris. Et enfin, c'est ce que je dis, c'est ce qu'on disait. Du coup, on fait comme ça une boucle avec ce qui était dit au début. Il y a l'histoire, d'accord, mais il y a plein de couches et de sous-couches et de symboliques qui lui sont passées au-dessus. Qu'il a pu choisir pour son adaptation de pas garder, parce que quand on adapte à la fin de la journée, on fait ce qu'on veut. Mais il y a vraiment en fait ce truc où je me dis, mais il y a énormément de choses qui n'y sont pas. Et c'est peut-être aussi pour ça que c'est compliqué d'adapter Dumas et que en fait beaucoup d'adaptations sont incomplètes parce qu'il y a tellement de choses, tellement de sous-couches qu'en fait je pense que quelqu'un qui adapte est obligé de se cantonner à un aspect. Je vais plutôt adapter l'histoire, je vais plutôt garder l'esprit, mais je peux pas avoir les deux. Par exemple, BBC Musketeers, qui est une de nos séries un peu chouchoute,
elle garde pas du tout l'histoire. Mais ils ont compris les personnages. Aramis qui dit, ouais, les gars, vous connaissez notre devise. Chacun pour soi et qui part en courant parce qu'ils sont coursés par des gardes du cardinal. Oui, ils ont mieux compris Aramis que Martin Bourboulon, ça c'est sûr. Mais on n'a rien de l'histoire. Et voire même les adaptations finissent par suivre le fil des premières adaptations. Oui. C'est-à-dire que il y a un sillon qui s'est creusé où finalement il y a eu des choix qui ont été faits de se dire on va prendre ça. Tu parlais des Ferrets de la Reine, qui est souvent un peu un des aspects les plus pratiques à adapter pour certains réalisateurs ou des gens qui écrivent dessus. Et en fait, du coup, les gens se sont dit en fait c'est peut-être le cœur du truc. Donc on va réadapter ça, on va le revoir parce qu'il y a aussi dans l'adaptation, il y a toujours la volonté aussi de moderniser de l'adaptation quelque part, se dire on fait un reboot un peu de l'adaptation. Et donc du coup, non mais justement, vous avez pas compris, vous avez pas vu toutes les couches, vous avez pas toutes les références. Mais justement, merci de parler de Chéreau parce que c'est littéralement la même chose. On parle de l'adaptation de 2023 et de la façon très cavalière, sans mauvais jeu de mots, qu'ils avaient approché de l'œuvre. On a vu des interviews d'Isabelle Adjani qui dit oui, la reine Margot, c'est un peu ce personnage sans destin, qui a pas d'objectif. Dans le bouquin, elle est littéralement l'élève d'Ambroise Paré, elle est chirurgienne, elle fait des trucs de fou, elle est impliquée dans chaque intrigue politique. Tu vois le film, il y a Adjani qui promène sa tronche de lune un peu partout avec la tête un peu béate et les lèvres un peu pendantes. Et c'est tout! Elle se fait troncher, c'est tout! C'est super énervant, elle fait rien d'autre. Alors, on comprend la volonté de Chéreau en plus à l'époque où il y a des adaptations France 2 un peu poussiéreuses justement, et j'ai l'impression que à la limite plus que de critiquer Dumas, il devrait critiquer ça, tu vois, de se dire ok, Les Rois Maudits, c'est très statique, c'est très théâtral, c'est très pas de budget, donc moi je vais faire le grand truc où Adjani et Pérez vont faire une levrette HBO dans les ruelles de Paris. On va donner, tu vois, on va donner à voir, personne n'aura vu du sexe en costume, let's go, tu vois. Alors, je comprends que ça marque à l'époque, je ne vois pas le rapport avec la reine Margot, je vois pas du tout le rapport avec le bouquin. Mais justement, cette question des adaptations, là encore, elle est très révélatrice à mon avis, parce que personne n'acceptera de dire que telle adaptation de Madame Bovary est aussi bien que le livre. Alors que pour Dumas, on va accepter très souvent qu'une adaptation se substitue au livre, et voir qu'elle est mieux. Et je pense que, alors pour le coup, je ne me suis pas hyper renseigné, mais sur ce qu'avait dit Chéreau autour de ce film, mais ça correspond à une période où il n'y a pas cette idée de mon adaptation va se substituer à l'œuvre que j'adapte. C'est pour prendre un tout petit peu la défense de Chéreau. Chéreau est quelqu'un qui a travaillé entre autres avec Pierre Boulez, le compositeur, qui disait à peu près clairement, moi quand je mets un poème en musique, c'est pas pour que les gens comprennent le poème. Hein. S'ils veulent comprendre le poème, ils lisent le poème. Moi j'en fais autre chose. Je pense que Chéreau est un peu dans ce mood post-moderne, années 70-80. Moi j'aime pas ça, mais voilà, il y a pas j'ai pas l'impression qu'il y a pas chez Chéreau cette arrogance de dire, regardez, Dumas n'a rien compris. Moi je vais vous montrer ce que c'est le XVIIe siècle. Qui a un peu chez Bourboulon de, regardez, nous on va vous montrer ce que c'est un vrai truc d'action que Dumas ne sait pas faire. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'il y a la dimension un peu mythique qui revient là-dedans. C'est-à-dire que si on vous parle de Superman, qu'est-ce que Superman? Quelles sont les caractéristiques de Superman? Et il y a eu tellement tu parles justement au bout d'un moment on creuse un sillon et ça devient de la copie de copie de copie qui ressemble en rien en fait au truc original. Donc on parle des Trois Mousquetaires, on parle de D'Artagnan, qui est D'Artagnan, quelles sont ses caractéristiques? Dans l'imaginaire commun, on va avoir maintenant justement ce truc de camaraderie, ce truc de grands idéaux, se battre pour la France avec 4 R. Donc ça va être très et je trouve ça fascinant parce que c'est aux antipodes, c'est vraiment complètement à l'opposé du bouquin. Et c'est même pas le projet initial de Dumas qui dès les premières lignes cite Don Quichotte. Personne ne pense à comparer les Trois Mousquetaires à Don Quichotte. Et pareil, Cervantes, si on l'adapte, mais jamais de la vie, on va se dire, non, mais c'est bon, Cervantes, on en revient, j'ai qu'à faire de Don Quichotte le mec le plus tchad de tous les temps, il est musclé de ouf, il réussit tout ce qu'il entreprend, et sa meuf est bonne, et elle l'aime, et à la fin, il gagne. Pourquoi? Donc, il y a, voilà, ce truc qui m'interpelle, mais qu'il faut accepter aussi du côté mythifié au final ça a été tellement repris bon an mal an que il y a que quelques caractéristiques qui restent, mais autant Superman on peut quand même dire voilà
l'incarnation d'un immigré. On va penser au slip rouge, même si dans les dernières incarnations, le slip rouge a disparu. C'est plus du tout le catcheur initial que c'était. Batman, on va dire, il ne tue jamais ses adversaires. Bon, il y a des occurrences où il le fait, etc., etc. Je pense qu'il y a quand même une espèce d'essence qui reste, mais bizarrement, les Trois Mousquetaires, ça a dévié très très vite. Parce que quelque part, ce qui est sacralisé, c'est pas tant parfois l'œuvre de Dumas, sinon l'idée qu'on s'en fait, ou l'idée qu'on se fait de Dumas. Et ça, c'est assez frappant en fait, en passant du temps sur dans vos conversations et tout. Et c'est aussi pour ça que je pense que certains spectateurs peuvent avoir une forme de dissonance en visitant l'expo, se dire c'est pas du tout ce que je m'étais dit que ce serait. C'est qu'en fait, on a figé et notamment à travers les Mousquetaires, la Reine Margot et d'autres, y compris Richelieu. C'est-à-dire que même ça a pris le pas sur les personnages historiques, sur de la véracité historique. C'est-à-dire l'extrapolation, l'idée qui a été faite par les premières adaptations de ces personnages est devenue la forme de vérité. Et aller rechercher quelque part l'essence de Dumas ou aller relire Dumas, ça paraît insoutenable ou trop compliqué pour les gens. Et à côté de ça, son nom lui-même, c'est ça que j'adore, c'est que son nom lui-même est indissociable du truc. C'est-à-dire que, sauf dans les Trois Mousquetaires de 2023 où ils n'ont littéralement pas cité le nom de Dumas de tout le film, c'est pas grave, ça m'énerve, mais c'est autre chose. Le fait que l'autre Dumas ou signé Dumas, tout en chiant sur Dumas, ne mâchons pas nos mots, et en prenant le parti de Maquet, s'y mettent Maquet sur la pièce, personne ne va aller la voir. Comme à son époque, en fait. C'est ça qui est terrible, c'est que le nom de Dumas vend, quoi qu'il advienne. Et il y a ce paradoxe aussi qui fait que il est connu méconnu, il reste extraordinairement populaire. On a visité le Panthéon récemment, il y a des bustes de lui, il y a des marque-pages de lui, enfin, limite là aussi, il nous saoule, en fait, au bout d'un moment. Alors, mais c'est bon, il est partout, ce mec. Il y a son aspect international aussi, oui. En fait. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas évoqué au cours de la discussion, c'est que les Dumariol, c'est aussi c'est une communauté internationale avec des gens aussi qui ont, en plus vous citiez des adaptations anglaises. Il y a aussi cet aspect, c'est qu'il a été, c'est une œuvre qui a été entreprise par d'autres personnes que des Français ou peut-être des lecteurs qui sont plus, qui ont plus envie de garder ça un petit peu sacré, un petit peu. Mais au fil des adaptations aussi et des lectures partielles que proposent les adaptations, on a oublié que chez Dumas, il y a une idéologie. Et ça, c'est une chose d'ailleurs qu'on ne veut pas parce que comme c'est un auteur populaire, il n'y a pas de pensée derrière. Il y a une pensée derrière. Tu parlais tout à l'heure, Rutil, de Don Quichotte. La pensée derrière des Trois Mousquetaires, c'est l'idée qu'on n'est plus dans une société chevaleresque. Et en fait, peut-être que ces mots-là ne sont pas textuellement dans les Trois Mousquetaires, mais justement, ils sont dans le Sphinx rouge où Dumas dit « Ah, dans cette époque du début du XVIIe siècle, qui était l'époque de la fin de la chevalerie », on dit « Oui, c'est tout à fait le sujet, en fait. C'est que ces gens ne sont pas des blancs chevaliers. » De la même manière que le Sphinx rouge va être le miroir, on parle, tu disais, le faux Richelieu de la fiction qui est le méchant, c'est substitué au vrai. Et en fait, le miroir, c'est que dans le Sphinx rouge, évidemment, c'est un roman sur Richelieu, c'est pas un méchant. Et en fait, Dumas rend hommage à ce personnage et en disant, regardez, Richelieu, il est là pour la grandeur de la France. Et jamais, et c'est une chose qu'on dit. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de quelque part de quelle vision Dumas avait de l'histoire? Alors qu'en fait, il a une vision de l'histoire centrée sur la Révolution parce que son père, dont tu parleras mieux que moi, etc. Mais, chez Dumas, il y a cette vision que il y a des périodes historiques où les hommes sont plus ou moins importants et il y a dans ces périodes historiques des hommes plus ou moins importants, mais le but c'est pas de maintenir la royauté, par exemple. C'est pas du tout un auteur royaliste, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Le roi n'est qu'un moyen. Et là, quand on accepte ça, on se dit ok, mais alors que faire d'Athos? Athos qui passe son temps, en particulier dans le Vicomte de Bragelonne, à dire oui, ok. Ce roi, il est pas terrible. Et même dans les autres, hein. Oui, ok, ce roi, il est pas terrible, mais c'est quand même le roi. Alors voilà, on doit être obéissant. En fait, Athos prend tout son sens. Le personnage prend tout son sens, et y compris ce qu'il fait à sa première femme prend une grande partie de son sens si on comprend que c'est un personnage profondément conformiste, légitimiste et légaliste. Les règles sont les règles et il faut s'y fier. Et comme par hasard, c'est aussi le plus noble et le plus riche. Et tout ça fait sens en fait. Mais encore faut-il accepter qu'il y a, encore une fois, cette complexité chez Dumas et que, comme chez Molière, il y a une idéologie derrière et c'est pas juste pour faire rigoler les gens, c'est pas juste vendre des places pour aller au théâtre, c'est pas juste vendre son journal pour rembourser ses dettes. C'est aussi une pensée.
Il y a en fait tout ce truc justement avec l'historicité de Dumas. Donc il y a déjà la volonté de parler de l'histoire pré-révolutionnaire à une génération qui n'a pas connu la Révolution, puisque la génération qui arrive après Dumas, c'est la première génération qui donc n'aura pas connu la monarchie, donc qui a cette volonté de leur raconter un peu comment c'était avant. Mais justement, oui, de faire une continuité, puisque donc les derniers romans historiques sont les romans historiques qui parlent de la Révolution, de montrer en fait dans cette espèce de continuité comment on en arrive là. Et les Trois Mousquetaires, encore une fois, je vais citer Claude Chope, mais c'est une critique sous-jacente de la bourgeoisie. Dumas écrit donc à une époque de grandes désillusions politiques. Il n'y a plus rien de grandiose, il n'y a plus de panache. C'est peut-être aussi une époque dans laquelle nous, les Dumariol, on se retrouve, la nôtre, hein, pas beaucoup de panache, etc. Et donc, il essaye de remettre un petit peu de couleur là-dedans et il introduit justement donc déjà l'idée de la mort de la chevalerie, des idéaux, etc. Et donc cette entrée de l'arrivisme bourgeois, et il l'instille en fait au fur et à mesure. Donc au début, dans les Trois Mousquetaires, ça va être les personnages des valets, puis après, tous les autres personnages vont finalement être teintés de cet arrivisme et de cet opportunisme jusqu'à son époque à lui, en fait. Et la clé de voûte de tout ça, ou l'acmé, si on peut plutôt l'acmé, ça va être le Comte de Monte Cristo, puisque c'est son roman contemporain qui est une énorme critique de sa société et de la façon dont elle fonctionne à l'époque où il écrit et a fortiori un petit peu après, quoi. Sans compter en plus, et puis tout ce côté panache, là on revient un petit peu sur la vie de l'auteur, mais donc je rebondis sur ce que tu as dit sur son père, où il y a en fait aussi cette idée de cette idéalisation de son père son père qui a été un grand révolutionnaire. D'ailleurs, on parlait de sa vie un petit peu mouvementée. Quand Dumas monte sur les barricades, il monte avec le costume militaire de son père. Voilà. Et il a un espèce de grand discours où il dit à ses amis, oui, adieu, je meurs pour la patrie. Il y en a un qui fait, oublie pas qu'on dîne ensemble ce soir. Ah oui, bon, c'est vrai. Voilà. Donc, c'est ça qui est fascinant dans son œuvre, c'était vraiment cette espèce de mélange de je veux Alexandre, tu dois amener le pain. Et les cornichons pour la raclette, très important. Donc, il y a cette volonté de vulgarisation et d'éducation, cette volonté aussi sous-jacente critique, hein, puisque quand c'est Louis-Philippe qui monte au pouvoir, il l'a un petit peu, lui et Hugo l'ont un petit peu ici. Donc, critique de son époque à travers le roman historique, parce que c'est à ça aussi que sert le roman historique. Donc, critique de son époque à travers le roman historique, critique de son époque à travers les romans contemporains, plus l'éducation, plus la symbolique, etc., etc. Donc, en fait, c'est énormément de couches qui vont se superposer les unes aux autres et qui font que c'est une œuvre qui peut absolument pas être simplifiée au point où on l'entend aujourd'hui. Et moi, je me demandais, parce que dans les Dumariol, il y a aussi beaucoup d'artistes, beaucoup de gens très talentueux qui ont déjà, qui font déjà pleinement carrière. Rutil qui en fait partie. Qu'est-ce que Dumas vous apporte finalement en termes de conseils, de choses à faire? En fait, qu'est-ce qu'on peut puiser en tant qu'artiste chez Dumas pour aller un peu pour se galvaniser soi-même soit dans des temps difficiles, ou soit aussi pour en fait parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui peut être très inspirant, ça m'a un peu galvaudé, mais du coup je vais commencer parce que j'ai le micro. Là ça va plus être mon point de vue, pas en tant qu'artiste mais en tant qu'auteur, en tant qu'écrivain. À force de lire Dumas, je fais en fait j'ai le droit de m'en foutre. C'est-à-dire, j'ai le droit de me dire, en fait, là, il y a du vide, il y a du creux, et je fais ce que je veux. Si c'est pas 100% accurate, c'est pas grave. Si c'est pas à 100% comme c'était réellement, c'est pas grave. Alors, par exemple, donc, je cite La Reine Margot, c'est mon œuvre de Dumas préférée, hein, comme ça tout le monde sait. Mais on a les personnages très importants qui sont La Mole et Coconas, qui le rend, comme tu l'as dit, extrêmement vivant dans son œuvre, au point que j'ai pleuré quand ils sont décédés tous les deux. Je savais pas que c'était des personnages historiques. C'est des gars qui ont vraiment existé. Je l'ai appris en faisant des recherches après sur l'œuvre. Donc je me dis, bon, d'accord. Et donc, il a pioché ces deux gars qui ont vraiment existé, qui ont vraiment fait quelque chose, qui se sont vraiment pris dans une conspiration. Il a fait, non, mais laissez-moi faire, je m'occupe de tout. Et il en fait les personnages les plus attachants du roman. Donc il y a vraiment ce truc de, en fait, t'as littéralement le droit de faire ce que tu veux, tant que t'aimes ce que tu fais et que tu t'amuses. Parce que donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Dumas, c'est quelqu'un qui aime écrire. Et quand on le lit, quand on écoute, ça s'entend, ça se sent, ça se voit. Il aime profondément ce qu'il fait. Il y a mis énormément d'amour. Et on a beau critiquer la pièce où Mackay est mis en valeur comme c'est pas permis, il y a un moment où Dumas dit, dans une pièce qui le décrit en tant que personnage, vous pouvez avoir toutes les ressources que vous voulez, mais vous n'aurez jamais l'amour que moi j'ai et que je mets dans mes œuvres. Et à partir du moment où on se souvient qu'à la base, Dumas, c'est ça, c'est de l'amour,
et que la première chose qui est extrêmement importante, c'est d'aimer ce qu'on fait et d'aimer ce qu'on raconte, on se sent beaucoup mieux en termes de création littéraire. Il y a effectivement différentes choses. Je pense que oui, le côté t'as le droit. Ça, c'est très fondateur chez les Dumariol, j'ai l'impression, parce que c'est vrai que enfin, ce qui est intéressant avec ce qu'on a fondé, avec ce mouvement, ce collectif, c'est très aussi un peu lâche et protéiforme dans une certaine mesure, c'est qu'on a pris le droit. On a pas attendu dans ce contexte très hiérarchisé, très institutionnalisé justement, où dans les études littéraires en France, on va quand même attendre de faire une thèse, d'avoir un directeur, d'avoir l'assentiment de quelqu'un qui fait oui, ce que tu fais a le droit d'exister parce que moi, avec mon expertise, avec tout ce que j'ai lu, etc., etc. Donc on n'a même pas été intimidé aussi justement par tout ce corpus, parce qu'on s'est dit littéralement ce que t'as dit, Loxa, même Claude Schopp il a du mal, donc bon, à partir de là, peu importe. Le petit historique aussi, quand on est venu au château de Monte Cristo et du coup Sophie ici présente nous avait invité à refaire le merch à la boutique du château et potentiellement de faire une expo. Donc il y a eu un petit charivari et ça pas, enfin on a plus de nouvelles parce que du coup Sophie avait bougé, mais on s'est dit on va la faire quand même l'expo. Enfin on s'en fiche. Il y a des potes qui sont au studio Blaway dans le 13e. On a plein de matos. Allez hop on le fait. Donc ça c'est une chose qui en entraîne l'autre, mais à chaque fois avec le côté c'est pas grave, on va pas attendre l'autorisation, on va la prendre. Donc je pense qu'il y a cet esprit en tout cas là chez lui qu'on reconnaît et qu'on aime bien. Dans spécifiquement Vertu de Saint-Cyr, moi je pense qu'il y a un truc qui est effectivement hyper important chez lui, c'est le réalisme émotionnel. Quoi qu'il advienne, au-delà de la réalité historique, qui reste solide au passage, au point comme tu dis que des fois ça embête même les historiens, parce qu'il y en a qui se disent oui, enfin bon, arrêtez avec Richelieu figure méphitique, c'est bon, c'est ça, ou de Catherine de Médicis, c'est beaucoup à Dumas qu'on le doit, et il y a plein d'historiens qui sont là, genre, qui sont limite emmerdés par Dumas parce qu'il a une telle influence que c'est difficile de s'en débarrasser dans l'imaginaire populaire. Donc j'ai perdu le fil de quoi je parlais. Dans Vertu, le réalisme. Oui, dans Vertu et le réalisme émotionnel, c'est-à-dire que donc Vertu de Saint-Cyr, qui est le webtoon où on parle avec la dessinatrice illogique du harcèlement systématique des élèves féminines dans l'école militaire de Saint-Cyr. Le Saint-Cyr ne ressemble pas à Saint-Cyr. On n'y a jamais mis les pieds. On s'est renseigné à travers des articles, à travers des témoignages. Tout le reste, c'est des choses, c'est des mécanismes qu'on connaît. C'est des choses qu'on veut décrire. On s'est pas dit qu'on avait besoin de retranscrire de façon documentaire Saint-Cyr, l'école ou les gens qui y allaient. On avait besoin, par contre, d'aller très profondément et très solidement vers qu'est-ce qui fait que ces mecs-là harcèlent ces meufs-là. Quels sont leurs et au point justement, et je pense que Dumas a dû avoir les mêmes parce que quand on s'y connaît un petit peu juste sur les mécanismes et pas juste sur les détails, au bout d'un moment ça finit par rejoindre la réalité, mais de façon troublante. Il y a des témoignages, là par exemple je suis abonné à un compte Instagram de ce qui se passe à Saint-Cyr. Il y a des choses que j'ai mises dans le webtoon mais que j'ai supposément inventé, et là que je retrouve littéralement dans des témoignages en fait qui ressortent et que je lis et des élèves de Saint-Cyr qui viennent me voir et qui disent mais vous y êtes allés? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est la résultante de ce qu'on imaginerait si des élèves masculins harcelés, quel que soit le lieu. Ouais, en fait, la mécanique, ce que ça peut provoquer. L'extrapolation est réelle. Les mécaniques, on les connaît en fait. C'est ça le vrai réalisme au final. Donc, pareil pour la Mollet Coconasse, pareil pour en fait tous ces personnages qui sont supposément historiques, mais auxquels on s'attache chez Dumas. Pour moi, c'est que il les a vraiment confrontés, il les a vraiment regardés de face, et il leur a donné corps, il leur a donné cette chair. Et en dernier lieu, justement, par rapport aux personnages, ces caractérisations sont extraordinaires. C'est balèze de chez balèze, j'ai jamais vu ça, justement, chez aucun auteur. Au-delà des dialogues, tu vois, il y a vraiment ce truc où, en 3 phrases, il t'a posé quelqu'un, et cette personne, tu la connais. C'est quelqu'un d'extrêmement spécifique, hein. C'est même pas un archétype, justement, général. Non, c'est un gars, il a des défauts très spécifiques, une histoire très spécifique, mais c'est une blague qu'on fait souvent dans le Discord, c'est que on peut le transposer de nos jours et dire, on sait qui est fan de Beyoncé,
on sait qui vendrait des NFT, des choses qui du coup n'ont aucun sens dans le corps du roman, mais on sait exactement, on les connaît ces personnages. C'est une grille de lecture en fait, ces personnages-là, et effectivement ils rentrent pas dans des cases préconçues qu'on a peut-être classiquement dans la narration ou la littérature, et c'est vrai que ça, et en fait on n'a pas forcément besoin de les décrire physiquement, le fait de les avoir dans leur dynamique et dans leur caractère te laisse les imaginer aussi. Il y a quand même un peu ça, je trouve, chez c'est ça. Et juste par rapport au mécanisme, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans le conte de Monte Cristo. Quand on se dit, toute la question, c'est qu'est-ce qui pousse 3 hommes à faire enfermer un innocent pour faire fortune. Et donc, il comprend tellement les mécanismes qui se jouent, puisqu'encore une fois, c'est quand même un récit qui lui est contemporain, qu'il arrive à le retransposer et qu'on se retrouve avec des personnages qui sont, alors c'est techniquement les 3 salopards, mais qui en même temps sont extrêmement humains. On comprend humainement comment en fait on peut en arriver là. À côté de ça, chez Mackay, pour lui rechier dessus parce on a le droit, il y a des gentils très gentils, des méchants très méchants, tout le monde est un peu teuteux, ou quand ils sont méchants, ils sont vraiment très méchants. Donc il y a ce côté très niaiseux chez lui où vraiment on peut tracer une ligne en fait entre qui est Dumas, qui est Mackay. Et chez Dumas, en tout cas, ce qui est vraiment passionnant, c'est dans cette caractérisation, c'est que tous ces personnages sont intelligents de façon différente. Ils ont des façons de mettre en place, et on suit ce raisonnement chez tous les persos, notamment dans ces chapitres absolument épiques sur Milady dans Les Trois Mousquetaires, où on la voit, à chaque fois il y a un nouvel obstacle qui lui est opposé, et on la voit changer de vitesse et faire bon ça c'est pas possible, je vais faire plutôt ça. Si ça marche pas, ça je le fais, etc. C'est extraordinaire. On parle souvent de Dumas comme un romancier d'aventure, mais en fait, il y a aussi, c'est quelqu'un qui raconte l'engrenage, souvent la mécanique. Et c'est vrai que finalement, dans certaines adaptations, t'as l'impression que le truc arrive comme ça, un peu sans raison. Tiens, ils étaient posés là, hop, on les retrouve quelques temps plus tard. Alors que on se rend compte quand même que, et y compris dans La Reine Margot, il y a ça aussi. Il y a tout cet engrenage, cette mécanique, les imbrications entre les personnages qui font sens. Et ça, c'est quelque chose, je pense, quand on se remet quand on relit Dumas, qui saute aux yeux. Là où on voyait plutôt de l'aventure et du divertissement, on y revient. Mais... Ça c'est désolé, après je te passe le micro, mais donc ça c'est tributaire aussi du fait qu'à la base Dumas est dramaturge. Ce qu'on oublie souvent puisqu'on le connaît aujourd'hui à travers ses romans, mais donc il a commencé en faisant du théâtre, et la façon de gérer justement le rythme, la caractérisation très rapide, parce que au théâtre les personnages ne sont pas décrits, donc c'est à travers leurs dialogues, c'est à travers leurs actions qu'on arrive à établir un caractère. Sa façon de jouer avec les décors aussi, je reviens encore une fois à La Reine Margot, mais c'est tout un jeu de tapisserie, de portes dérobées, de jeu avec les décors, d'actions silencieuses qui sont faites avant que d'autres personnages rentrent sur scène, c'est ça. Donc il y a vraiment en fait tout ça qui est mis en place. Donc ça c'est aussi c'est aussi tributaire du fait que qu'il était dramaturge et qu'il a instillé une façon la façon d'écrire le théâtre dans le roman, et c'est ce qui rend aussi son écriture très spéciale. Et je rebondis juste sur le fait que tu as dit qu'effectivement les personnages n'étaient pas décrits, mais on sait qui ils sont. Chez les Duménil, on est très attaché au Porthos noir pour énormément de raisons, notamment le fait qu'on sait qu'une des inspirations directes pour Porthos, c'est le père d'Alexandre Dumas qui était métis, mais aussi parce que donc les personnages sont pas décrits, et on a ce flou artistique où on peut se permettre de faire un Porthos noir, puisqu'en fait l'important c'est pas à quoi Porthos ressemble, c'est qu'est-ce qu'il fait. Qu'est-ce qui fait que c'est Porthos? Porthos, il peut être noir, il peut être asiatique, il peut être blanc, il peut être ce que vous voulez. Porthos, il a un baudrier aux 1000 couleurs, et il est super grand, et il est aussi intelligent à sa façon. Il a ce côté un petit peu, parce qu'on pareil dans les adaptations, on le montre un peu comme une espèce de voilà, c'est ça, de gros rigolo, pas très subtil, etc. En fait, c'est quelqu'un qui voit les choses se passer, qui enregistre, qui observe, mais qui va pas forcément toujours agir dessus, mais qui aura toujours un petit commentaire ou un petit truc à... Très perceptif. C'est ça, qui aura toujours quelque chose à placer. Donc en fait, on a décidé plus ou moins collectivement, et aussi grâce à l'adaptation à BBC Mousquetaires, de entre guillemets partir du principe que Porthos était noir, parce qu'encore une fois, l'important c'est sa caractérisation. Et quelque chose qu'on avait beaucoup aimé dans Toutes pour une, par exemple, c'est ce petit moment où quand elles partent de la calèche après avoir un peu harcelé un couple d'aristocrates qui n'avaient pas demandé grand-chose, Porthos part avec l'ombrelle en dentelle rose. Et ce moment très spécifique, c'est pas tout le reste qui faisait que ce personnage était Porthos, c'est ce moment avec l'ombrelle où on se dit, ok, ça c'est quelqu'un qui a lu le livre et qui sait qui est Porthos précisément.
Oui, juste le fait que les personnages ne sont pas décrits nous amène des fois à les rechercher. Ah, mais à quel endroit est-ce qu'on nous dit, est-ce qu'il y a un endroit où on nous dit de quelle couleur sont les cheveux de ce personnage? Et ça change des fois. Voilà, ça change pas si Oui, c'est souvent, ça, c'est mais que lui-même, en fait, il fait des teintures et mais typiquement, euh, je crois qu'il faut en fait attendre 20 ans après pour savoir qu'Aramis est brun. Oui. Ce n'est pas précisé dans. Oui, Mais parce que so what, en fait, c'est finalement on l'oublie et c'est pas très oui, grave. mais en même temps, ça a quand même une espèce d'influence, c'est-à-dire que Aramis blond, c'est le cliché un peu du bichonnen, voilà, il est blond, il est un peu pur à sa Délicat, manière, voilà. délicat, raffinat. Constance passe de brune Brune à à blonde. Blonde quand elle va devenir l'agneau sacrificiel à la fin, et elle change d'ailleurs complètement de personnalité aussi. Hein. Elle est brune très piquante, qui en a rien à fiche de D'Artagnan au début, et d'un coup, à la fin, elle est là genre ah mon brave D'Artagnan, ah la reine, ah machin. Enfin c'est très marrant d'ailleurs ce truc-là. Et par contre, un truc qui est hyper important, enfin, tu parlais de Porthos noir, mais mine de rien, c'est le seul personnage qui est décrit comme ayant les cheveux drus de tout le roman. Donc ça aussi, ça apporte de l'eau à notre moulin. Et aussi, la plupart des personnages à peau mate chez Dumas, c'est tout le temps précisé. C'est tout le temps précisé. D'Artagnan est brun comme une noix. Donc la peau bronzée chez Dumas, autant tout le reste des caractéristiques, le blond, le brun, le machin, c'est bon, un peu plus flottant. La Mole à la peau mate, D'Artagnan à la peau mate, et Dantès à la peau mate aussi. Donc ça, on trouve ça hyper intéressant, évidemment dû à ses racines métisses, etc. Et on a cette théorie qui veut que, enfin voilà, on appelle ça la théorie du Sud global. C'est que il adore les personnages qui viennent du Sud, d'Humain, mais pour nous, ça, il veut pas juste dire Sud de la France. C'est Sud d'une manière générale. C'est un méridional qui permet de raconter son métissage. C'est le méridional de l'extrême, et j'irai même plus loin. Je parle de créolité aussi en fait chez Dumas, qui, enfin, étant moi-même créole venant d'une île tropicale, on a enfin moi j'ai cette définition de la créolité qui est aussi le fait de piquer à droite et à gauche en fait, de s'accommoder d'un peu de tout puisqu'on vient un peu de partout et de nulle part, et de se sentir légitime justement à piquer et mélanger plein de trucs et en faire notre propre tambouille en fait. Deux choses sur ça. Un extrait d'un article critique qui parle de l'érotisme chez Dumas et qui dit que justement un de ses trucs, c'est de rendre les corps noirs désirables. Il a plusieurs personnages qui par contre sont canoniquement métis. Il cite aussi dans une de ses œuvres directement le Chevalier de Saint-Georges, et ils sont toujours montrés comme étant des personnages désirables. Donc il a une façon très à lui déjà d'amener justement ces personnages un peu sur le devant de la scène. Et là c'est un peu l'interprétation personnelle, mais ça rejoint aussi un petit peu cette histoire de créolisation en tant que justement personne métisse. Il y a cette idée que il a évolué dans une culture qui était à la fois la sienne sans être la sienne, à laquelle il voulait s'intégrer mais qui en même temps le rejetait, et cet amour qu'il a pour les autres cultures, notamment la culture mauresque, etc., c'est aussi une façon d'avoir son propre truc, quelque chose à quoi lui il peut se lier en tant que personne qui n'est pas à 100% enracinée dans la culture française. Donc il s'y retrouve, il en fait entre guillemets son fonds de commerce, puisque donc il écrit du roman historique, mais il a aussi une façon d'agrandir cette vision, justement parce que probablement, enfin, j'imagine que quelque chose qui se passe dans sa tête, ça peut être quelque chose du style, je suis métisse, je suis français, donc je fais partie de ce décor, mais en même temps, il y a personne qui me ressemble. Est-ce que c'est pas parce que la vision de la France qu'on me donne est une vision étriquée, et en fait, je suis la seule personne qui peut l'agrandir parce que je suis la seule personne qui a ses clés. De la même façon c'est ça. De la même façon qu'on parlait du coding, on a beaucoup de conspiracy théories sur le fait que Dumas était très probablement bisexuel, et donc le fait qu'il instille ça dans son œuvre, c'est pas anodin. Et son métissage, justement, c'est pareil. Il y a cette idée de, ok, j'appartiens à cette culture, mais elle ne m'englobe pas totalement. Donc, c'est à moi, entre guillemets, de repousser les murs, aussi pour donner une légitimité à mon existence, en fait. Parce que s'il n'y a pas ça, moi, en tant que personne, en tant qu'individu, je n'existe pas aussi. Et aussi finalement de ne pas reproduire ce dont il a été victime quelque part. C'est aussi effectivement de d'ériger comme ça la littérature dans une boîte, dans les murs, de tout rejeter, en fait de se porter en faux à chaque fois vis-à-vis des autres. C'est aussi peut-être se dire moi je suis là, j'arrive en fait avec mon exubérance, mon travail, j'arrive à exister, à faire la place, et même peut-être aussi son côté très prolifique montre aussi cette prise de place et d'espace littéralement, dans la littérature.
Et finalement, la porte est ouverte et de la laisser comme telle. Mais je pense qu'un des travaux auxquels on s'attache, en tout cas, c'est vraiment aussi justement de définir les contours au final de Dumas. On parlait de cette œuvre tentaculaire, mais je crois qu'on essaye aussi très profondément, justement, en essayant de le différencier, de Maquet aussi, du coup, en étudiant Maquet, en étudiant les correspondances, etc. En fait, il n'y a pas que le fait de se demander qui c'est, mais il y a aussi le fait d'essayer de le délimiter. Donc de le délimiter politiquement, de le délimiter sexuellement, enfin essayer d'en deviner les contours, parce que il y a effectivement une espèce de flou qui persiste. Oui. Tu sais, tu parlais qu'est-ce qui nous échappe et au final chez lui, il y a un peu de ça aussi. Il y a un côté un peu insaisissable, même si on a autant de matière, même si on a autant de trucs en fait qui remontent à la surface, quoi. Et un flou qu'instinctivement on aurait tendance à remplir, en tout cas vu de la France hexagonale ou métropolitaine, par quelque chose de plutôt une personnalité blanche, une personnalité occidentale, conventionnelle. C'est fascinant à quel point il a défini l'identité française au final. Enfin, moi, il y a deux grandes figures qui me passionnent et qui sont très similaires dans là-dedans. C'est Goscinny et Dumas. Goscinny qui n'a jamais eu une enfance française. Il a vécu en Argentine. Il a observé la France de loin et avec Astérix le Gaulois a fait cette espèce de behemoth qu'on associe très profondément à une identité française qui est montée de toutes pièces. Les Gaulois, on n'est même pas sûr que ça existe, etc., etc. Mais ça va revenir dans les discours du RN, mais tenu de Goscinny, ce mec qui a jamais foutu les pieds en soi en France avant d'être largement adulte. Et Dumas, c'est pareil. Pour moi, c'est deux figures qui me fascinent absolument parce qu'ils ont eu un impact inimaginable sur l'identité française. Et à côté de ça, qui étaient vraiment des mecs qui étaient complètement en dehors, qui étaient limite des exotes, qui l'observaient de loin ou de près des fois, mais avec toujours une espèce de distance et qui l'ont interrogé aussi. Ouais, et qui l'ont interrogé et qui lui tendaient une espèce de miroir noir aussi. Et je pense que c'est pour ça aussi que c'est compliqué, enfin qu'il y a un rapport aussi tendu aussi avec lui. Parce que et qui continue au passage jusqu'à maintenant, c'est-à-dire que dans notre livre d'or, à l'expo, on nous dit merci pour l'expo woke et on est là genre oui mais enfin qu'est-ce qu'on a fait de plus que d'essayer d'interroger ce bonhomme qui lui-même en fait te donnerait des leçons en fait de wokisme. Donc voilà, bref, c'est intéressant aussi de à la fois avoir une idée aussi claire quelque part de quelqu'un et en même temps de se dire mais on n'a jamais fini de savoir qui c'est. C'est un champ des possibles un peu d'humain. Oui. C'est ça. Et par rapport à toute l'idéologie qu'on lui prête ou qu'on lui prête pas, il y a aussi dans la préface qu'il a dans La Nuit de Florence, je me souviens plus exactement du passage, mais en fait, il compare l'idéalisme français et l'idéalisme italien, et en fait, il explique pourquoi l'idéalisme français n'a pas marché. Et si mes souvenirs sont bons, l'idéalisme français ne marche pas pour lui parce que c'est un idéalisme qui est attaché à des hommes et pas à des idées. On revient donc à ce que tu disais sur le personnage d'Athos, le fait qu'il se dit ok, il y a le roi, donc je dois m'attacher à la figure du roi quoi qu'il arrive, etc. Sauf que le roi étant fatalement humain, ça finit a fortiori toujours par se casser la gueule. Les Italiens, dans l'esprit de Dumas, donc là on revient un peu à ce côté, tu es quand même un petit peu un menteur, mais c'est pas grave, sont attachés à des idées et c'est pour ça que leur idéalisme est beaucoup plus fort et beaucoup plus exubérant. Et ça, en fait, c'est quelque chose qui est extrêmement essentiel dans la compréhension de l'œuvre de Dumas. Ce petit paragraphe caché au milieu d'un truc qu'on a dû commander, une édition de 1948 qui était encore en in quattro parce que c'est plus édité de nulle part. Ce petit paragraphe, il éclaire sur la vision qu'il avait de son époque et qui éclaire en fait sur son œuvre aussi. Pourquoi faire toute une peinture, toute une fresque sur la chute de la chevalerie ? Parce qu'en fait, en tant que Français, entre guillemets, on s'est attaché aux mauvaises personnes. Claque la désillusion avec Louis-Philippe. Oui, tout à fait. J'allais dire. On a beaucoup parlé, donc avant de clôturer cette discussion, est-ce que dans l'assemblée il y aurait des questions, des remarques On a bien assemblé là. Avec nos conneries. Il n'y a pas trop 3000. Bon, en tout cas, vous avez tout à fait le droit de tenter de rejoindre le Discord et du Mariol pour la discussion tout de suite. Absolument. Puis voir même après, je pense pas que vous allez disparaître. On pourra vous rattraper dans les jardins du château. Et puis bon voilà, pour pas terminer non plus complètement sur une note abrupte, est-ce que juste vous, quel est
voilà, depuis que vous êtes chez Dumariol, quelle est l'œuvre finalement qui vous a de Dumas qui, alors tu as dit toi Lati, c'était la Reine Margot. Ouais, bah du coup je vais ouvrir et comme ça après. Et voilà, savoir un petit peu vous quelle est l'œuvre finalement, voilà que vous avez fait votre de Dumas. C'est ça. Bah pour le coup, c'est vraiment la Reine Margot. Enfin, je suis toujours sur les Trois Mousquetaires aussi en parallèle parce que bah, comme notre patron, je fais plein de trucs en même temps et je lis plein de trucs en même temps. Mais la Reine Margot m'a marqué déjà parce que bah je le connaissais à peine de nom et c'est plus grâce au film que grâce à la postérité littéraire. Et cette œuvre m'a vraiment, pour parler familièrement, pété à la gueule. Je ne m'attendais absolument pas à ça. Et entre donc ce qu'on disait, tous les jeux, surtout sur le théâtre, le fait que ce soit une espèce de semi-huis clos, avec cette ambiance, cette façon de camper les personnages, enfin la première apparition de Catherine de Médicis, c'est incroyable. Elle est dans sa chambre, dans le noir à la fenêtre, et il décrit son profil et tout. On a déjà tout compris à son personnage alors qu'elle vient à peine d'arriver et elle a cette aura limite de méchant Disney en plus qui est absolument génial. Richelieu a un peu le même truc aussi quand il apparaît pour la première fois, il est debout avec les bottes couvertes de boue parce qu'en même temps c'est un homme d'action et blablabla et on est là genre ok waouh. Et franchement ouais, la Reine Margot c'est vraiment mon roman waouh parce que je m'attendais pas à ça, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi complexe, à ce que ça aille aussi loin, à ce qu'il y ait autant de choses qui se mélangent, les jeux de théâtre, le côté historique mais en même temps toutes ces émotions entremêlées, ce côté extrêmement passionné. Et puis pour finir à la fin sur cette espèce d'apothéose qui en fait ne concerne même pas la Reine Margot, l'apothéose de fin concerne La Mole et Coconas. Donc pareil, les deux gars qu'on n'a pas du tout vu venir, hein. Le roman s'appelle La Reine Margot et on suit deux colompins vaguement, mais je dis vaguement pour être poli, homo-érotique, enfin un moment où La Mole dit à Coconas oui, bah au pire, pars sans moi. Et Coconas qui lui répond, je préfère que tu me demandes de mourir avec toi que partir sans toi. Wow. Qu'est-ce qui se passe? Je viens d'arriver. Oh. Donc c'est ça en fait, et puis il est très efficace ce roman comparé à d'autres œuvres plus colossales comme Les Trois Mousquetaires ou Le Comte de Monte Cristo. Bon c'est quand même long La Reine Margot, mais comparé aux autres c'est quand même un peu plus condensé et il y a un truc genre au tac à chaque chapitre il se passe quelque chose, il y a un rythme qui est vraiment ainsi, qui est d'une efficacité monstrueuse et qui fait que pour l'instant c'est vraiment celui que je porte. Donc ça, du coup. Non, moi je saurais pas choisir, c'est renoncer, alors non. Alors, non, la correspondance, non, ça c'est autre chose. Non, par contre, je peux dire celui que j'ai pas aimé. Allez. Parce qu'on aime bien dire du mal. Le fucking Vicomte de Bragelonne. Non, mais ça finit jamais. On passe des pages et des pages à leur Louis XIV qui minaude avec Luce de la Valère, mais on sait qu'ils vont finir ensemble, et qu'après il ira au couvent parce que Louis XIV va aller se taper Madame de Montespan. Non, mais il y a des passages absolument géniaux à la fin où là encore on sait parce que on connaît la biographie de Dumas et on sait qu'il a pleuré quand Porthos meurt, etc. Ouais, donc il est vraiment parti chez lui pour pleurer. Etc. Et il y a cette fin qui est absolument géniale et il y a une espèce de truc au milieu. Donc évidemment, nous on a décidé que c'était totalement Maquet qui avait fait ce chapitre nul. Hein. Et en fait, maintenant, moi je veux la preuve que c'est Maquet. Je veux la preuve sous mes yeux que c'est Maquet qui a écrit toute cette partie nulle. Il va aller s'enterrer à la BNF pour. Non, il n'y a pas de manuscrit, c'est pas la peine. Donc voilà, Vicomte de Bragelonne m'a quand même, j'y suis allé à reculons, j'ai mis très longtemps à en venir à bout, mais sinon tous les autres que j'ai lus, en fait, il y a toujours au moins les 45, c'est pas génial, ok, mais sinon que ce soit la Reine Margot, que ce soit les Trois Mousquetaires, quand on regarde en détail et on se dit, typiquement on parlait de Milady tout à l'heure. Moi, il y a un truc qui m'a vraiment frappé à la relecture, puisqu'en fait, je l'ai lu à l'oral, entre autres sur Twitch, qui est une plateforme en ligne. C'est en y réfléchissant, Milady est aussi le seul personnage qui fait la même chose que Dumas, c'est-à-dire raconter une histoire. C'est-à-dire qu'il y a quand même un long moment où Milady Pirate. ment ou pas, en tout cas, où elle raconte son truc, probablement avec une bonne dose de mythomanie, comme Dumas dans ses mémoires. Voilà, elle endosse le même rôle que Dumas et il n'y a aucun autre personnage qui a ce droit parce que même quand le bourreau arrive et raconte vaguement son histoire, ça n'a pas du tout la même ampleur, c'est beaucoup plus comme ça, c'est modeste. Donc relire ça, c'est génial. 20 ans après aussi, le Comte de Monte Cristo, évidemment, il y a toute cette lecture qu'on peut refaire aussi en regardant en détail les personnages, l'arrière-plan. Il y a toujours quelque chose, même justement dans les mémoires, quand on lit, il y a cette espèce d'idolâtrie qu'il a de son père. Puis au bout d'un moment, c'est aussi le fait d'en lire plusieurs qui fait que
on remarque des points qu'on n'aurait pas vus autrement, je dirais pas des patterns, mais au moins comment on appelle ça? Enfin, des points de convergence. L'obsession, il faut bien qu'on dise ça quand même, parce que là, ça va vous dire notre niveau de folie. Je pense que, voilà, elle a compris. L'obsession que Dumas a de dire que les personnages ont des petits pieds. Il parle de son père, le général, qui était un grand général, mais en même temps, toutes les femmes étaient folles de lui parce qu'il avait des petits pieds comme une femme. Mais, Alexandre, qu'est-ce qui t'arrive? Et on le remarque une fois et après on se dit, mais en relisant un autre, on se dit, mais tiens, en fait, lui aussi. Et jamais il parle des mains, quasiment. Alors si, il y a les mains de Dantès, mais les mains ont un autre. les mains ont, voilà, de temps en temps, mais on se dit, mais et ça, c'est une chose que j'aurais pas du tout remarqué si j'avais pas relu les textes en étant plus calme, parce que quand on lit la première fois, on s'emballe 350 pages de Pléiade du Comte de Monte-Cristo dans la journée, parce qu'on a tellement envie de savoir ce qui va se passer. Mais il y a vraiment plein de détails comme ça qui à la fois rendent le personnage humain, à la fois c'est hilarant, parce que en fait le summum de l'hilarant, c'est qu'il y a eu toute une conspiracy théorie encore, comme quoi Dumas et Pouchkine qui se seraient enfuis, qui n'auraient pas été tués, machin. Je précise, c'est pas la nôtre. Ce n'est pas la nôtre. Moi, j'adore la littérature. Nous, on n'y croit absolument pas. Et en fait, le fait est que, si vous connaissez l'histoire de la littérature russe, Pouchkine est mort en duel, tué par un certain monsieur Dantès. Voilà. Et il se trouve que Pouchkine avait aussi une obsession sur les pieds. Il y a des strophes entières dans Yevgeny Onegin là-dessus. Mais bon, là, il y a vraiment un truc documenté, parce que pour les Russes, Pouchkine, c'est le 5e élément. Mais le fait d'en lire plein et fait qu'on retrouve aussi quelqu'un, parce qu'il y a quand même un ton, même s'ils sont très différents, il y a quand même un ton Dumas qui fait que on retrouve un peu une écriture, une personnalité familière. Et en même temps, on retrouve ses conneries. Et ce qui me le rend profondément agréable, c'est justement ce côté totalement chaotique. C'est-à-dire que on se demande toujours à quel moment il va nous foutre ses conneries. À quel moment ça va devenir le bordel? Une de nos phrases préférées sur le Discord, c'est putain, il commence à nous casser les couilles. Lui, hein. Il a toujours une nouvelle connerie dans son sac. Et avant du coup que tu clôtures le bal avec ton œuvre à toi, je voudrais quand même faire une mention honorable, puisqu'on parlait donc des œuvres, mais on doit aussi parler du monsieur. La correspondance avec Victor Hugo. Voilà, c'est très personnel, mais on ne se doute absolument pas, parce qu'on parle justement d'intensité des relations et tout. L'intensité de sa relation avec Hugo, qui est aussi très mise en valeur par Claude Chopp, c'est du délire. C'est même encore plus du délire que Montaigne et la Boétie, qui sont quand même à un certain niveau. Les lettres qu'il s'envoie, Hugo lui dédie un poème dans les Contemplations. C'est des histoires de lutte qui vibrent. C'est ça, nos cordes qui vibrent ensemble, et puis tu étais le soleil, je suis la lune. Non, c'est genre en gros, le bateau m'emmène et je retourne dans les ténèbres pendant que tu retournes à la lumière. C'est genre, est-ce que vous allez bien, les gars? On dirait une description de Naruto, mais bon. Ah oui, c'est le Naruto du Sasuke. Il faut le savoir. Mais voilà, donc mention très honorable dans les œuvres préférées à la correspondance entre Dumas et Hugo, qui est au moins aussi intense que les romans qu'ils ont pu écrire chacun de leur côté. Le passage où il y a une lettre où Dumas écrit à Hugo qu'en gros il a fait une insomnie. Je me suis réveillé en pleine nuit parce que je me suis aperçu que je ne vous avais pas assez dit que je vous aimais. Je suis désolé, je n'ai jamais vu une lettre hétérosexuelle d'amour aussi intense. Même mes amis, je leur dis pas ça, hein, et j'aime vraiment beaucoup mes amis, mais ce truc ça m'a maintenu éveillée, et je me rends compte que j'ai gâché des années de ma vie à pas vous dire que je vous aimais tous les jours. Moi, j'y arrive plus. Voilà. C'est marrant parce que j'ai eu une dispute récemment avec un pote à moi qui est très fan de Dumas mais qui déteste Hugo, donc qui rejette totalement cet amour interdit. Mais on a eu une dispute récemment parce qu'il était là, genre non mais c'est pas bien de voir des choses comme ça. Je disais genre écoute, au bout d'un moment on peut comparer. Non mais on peut comparer, c'est que oui, tout à fait. C'est de l'amour vache aussi. Non, bah moi, c'est vrai que c'est Juliette Brocal qui a fait l'affiche de l'expo donc qui est l'autre fondatrice des Dumariol, qui dit on dit qu'on est le fandom des Trois Mousquetaires, mais qu'on est surtout le fandom de 20 ans après finalement. Et c'est vrai que 20 ans après, ça a été la claque que j'ai jamais vu venir. Quand j'ai lu Les Trois Mousquetaires, j'ai adoré. Je me suis dit c'est hyper drôle, c'est prenant, j'adore. Enfin, il y a tellement de trucs qui sont fous en fait dans ce bouquin. Et j'ai pris 20 ans après en me disant bon, j'en ai jamais entendu parler, c'est la suite, j'ai quand même envie de retrouver ces persos
parce que, enfin voilà, j'ai envie de savoir ce qu'ils deviennent. Donc, si c'est pas si connu, c'est que ça doit pas être, ça doit pas être foufou. Et je l'ai lu et je me suis dit, mais comment ça se fait que ce truc soit aussi inconnu? C'est un scandale. Donc le personnage de Mordaunt qui est très emblématique en fait de notre Discord et de notre groupe au final parce que c'est notre Donc fils. Mordaunt qui, pour ceux qui n'auraient pas Le lu fils de Milady, qui est donc un des antagonistes de 20 ans après, et qui est effectivement notre personnage emblématique. C'est marrant parce que vraiment dans le Discord, donc il y a des anglophones, et les anglophones adorent Raoul, donc qui est le fils adoptif d'Athos dans 20 ans après et qui revient, qui est le fameux vicomte de Bragelonne. Ils adorent Raoul, on comprend pas pourquoi, parce qu'on trouve que c'est un personnage nul à chier. Et à côté de ça, nous, on est vraiment obsédés de Mordaunt, et eux, ils en ont rien à foutre. Donc c'est très marrant, il y a vraiment une dichotomie anglo-saxonne versus francophone là-dessus. Et donc ouais, non, 20 ans après, c'est en fait ce qui m'a surtout marqué quand on parle de caractérisation, c'est on comprend donc très bien qui sont ces personnages, ils sont extrêmement bien posés dans les Trois Mousquetaires, et ils évoluent dans 20 ans après de façon extrêmement cohérente. C'est eux, et en même temps, ils ont bougé, c'est effectivement 20 ans après, c'est fait avec une maîtrise que j'envie très profondément en tant que créatrice, et que j'aimerais atteindre un jour. Donc ouais, mon œuvre préférée, je dirais sans douter que c'est ça, quoi. Merci. Ben, du coup, je pense qu'on va s'arrêter là, mais il y aura encore plein de choses à dire, mais le mieux, c'est encore de garder tous ces discours vivants pour les du Mariol. Et puis, on va rester encore quelques minutes dans les parages pour ceux qui veulent discuter. Yes. Et merci à tous les trois. Merci Pauline.